Salut la gang! Cette semaine, je rencontre Ben Milo, légende du freestyle au Québec en motocross. C'est simple, ce gars-là, il fait tout. S'il y a un moteur puis ça sent le gaz, il y a des bonnes chances qu'il soit là. Comme moi. Je vous fais ça sans limite. Hey Ben, merci d'être là. Yeah, merci de l'invitation. Vraiment content. Tu sais que t'es le genre de gars là, que je me reconnais dedans. Toi, là, quand ça sent le gaz, ça fait du bruit, là. Oui. T'aimes ça. Ben oui, absolument. Fait que je savais que t'allais te sentir comme chez vous dans le garage. J'aime ça. J'aime le décor. J'aime. Ben c'est ça, on se sent comme chez nous, dans un garage sans prétention. Puis on se sent bien dans un environnement comme ça. Fait que, c'est le fun, t'as le goût de chiller. Puis je trouve que vraiment. c'est une belle place pour jaser, surtout qu'un gars comme toi. Ben, j'imagine t'as réussi à avoir du bon stock de certains invités que tu pensais pas avoir, avec justement un environnement comme ça qui arrive, puis on dirait que c'est plus décontracté un peu, puis on se prend un petit peu moins au sérieux. Tu sais, j'aime ça recevoir dans quelque chose qui me ressemble. C'est ça, exact. Ben oui, absolument. Puis t'as plein de souvenirs, t'as plein de trucs, des partenaires, c'est vraiment réussi, c'est très, très cool. Ben, c'est ça, comme ça, j'aime avoir des artefacts qui me rappellent à certaines étapes de ma vie. Oui. Puis c'est toujours plaisant parce que, un, ça emmène à la discussion. Et deux, ben, tu te sens chez vous. Puis c'est le fun de pouvoir partager ça avec quelqu'un où ce que tu lui donnes une proximité avec un peu de ce que t'es. Fait que vraiment, merci, j'apprécie beaucoup. Ben, merci de l'invitation. Tu gardes-tu plein tu parlais d'artefacts, des vieux trophées ou des vieilles photos, justement. T'es-tu un peu collectionneur comme moi là-dedans? Ouais. Hein? Moi, là, ce que j'aime, là, comme tu peux voir, tu sais, j'ai Compton, après ça, Donkey's Place. Ça, c'est quand on a tourné à Beau Risque et Péril. Ensuite, lorsqu'on a fait le show, parce que là, on a la série web sur le barbecue, Road Trip Barbecue. Fait que j'aime ça retrouver des affaires. Quand je vais quelque part, j'en ai ici, mais j'en ai dans la maison. Tu sais, on a des trophées. Des choses que j'admire, tu sais, à Georges, là-bas, ben, un combat pour moi qu'on retrouve dans le décor, tu sais, on a un cadre de Slapshot. Un peu collectionneur, c'est ça, exact. C'est parce que ça me rappelle différentes étapes de ma vie. Puis quand je compétitionnais, partout où j'allais, je ramenais quelque chose qui était typique de l'endroit. Donc, il représentait, pas nécessairement qu'il y ait une grande valeur monétaire, mais qu'il y ait une grande valeur culturelle. Parce que là, c'est une histoire qui te ramène à ce que qu'est-ce qu'est un pays? C'est quoi sa culture? C'est quoi son monde? Fait que ça m'a emmené, comme j'ai beaucoup voyagé, un peu comme toi. Fait que j'ai beaucoup de choses dans la maison chez moi qui me rappellent à peu près tous ces voyages-là. Ben, tu sais, dans un de tes podcasts, tu parlais, tu avais été, je pense justement, c'était avec Geneviève Guilbeault, tu avais été en Russie. Puis tu parlais de ton voyage là-bas. Puis j'y étais, moi, en Russie. Puis j'ai fait Pologne, puis tout ça. Puis, tu sais, il y a tellement d'histoires là-bas. Puis j'essayais, moi aussi, tu collectionnes les choses, t'en ramènes aussi. Oui. Mais là, le challenge, c'est que, tu sais, j'étais peut-être parti pendant 2 semaines de temps. Puis là, je voyais quelque chose. Puis je me dis, j'avais pas beaucoup de place. Tu veux pas, t'as de l'espace limité dans tes sacs. Je dis, je vais attendre. Puis moi, je tripe sur tout ce qui est Deuxième Guerre mondiale. Puis j'avais acheté un casque de l'armée russe. Allemande? Russe? Russe. Puis à Moscou. Puis, mais c'était un peu une réplique, c'était pas un. Oui, parce qu'ils en vendent, il y a des beaux chapeaux, c'est vraiment exactement. cool, Fait que j'avais acheté ça, puis c'est un beau souvenir, je trouvais ça intéressant. Je m'en vais en Pologne, puis on marche des rues, on était à Krakow, je pense, puis on était sur un marché public, puis là, il y avait plein de petits marchands qui vendaient n'importe quoi, dont, justement, il y en avait un collectionneur de plein d'artefacts de la Deuxième Guerre mondiale, des Allemands, puis tout ça, puis là, je suis tombé sur un casque. Puis des épinglettes. Un vrai? Un vrai casque. J'ai acheté des épinglettes. Là, t'as pas acheté le casque? Non, je manquais d'espace, puis c'était pas donné non plus. Puis je me disais, tu sais, l'épinglette va faire la job, mais je trouvais ça... Puis tu sais, c'est un peu... c'est pas que je me sentais mal d'acheter ça, parce que, tu sais, quand l'histoire est de ce côté-là, c'est assez... c'est incroyable. Moi, j'ai été à Auschwitz, justement, visiter là, en Pologne. Puis c'était après ça. Fait que là, c'est lourd. Là. C'est surtout là-bas, c'est très, très lourd. Là, fait que... Je trouve ça important, l'histoire. Oui, parce qu'en comprenant l'histoire, on comprend d'où ce qu'on vient, où ce qu'on est, puis où ce qu'on s'en va. Absolument, Puis juste parce que tu as ouvert la porte, moi, j'ai un casque allemand que j'ai récupéré. Un soldat canadien qui est allé, qui avait ramené ça de la Deuxième Guerre mondiale. Wow. Puis là, ben, finalement, il a su que j'étais un amateur d'histoire et des guerres. Puis il me l'a donné.
Puis dans le casque, tu retrouves le numéro de matricule du soldat. J'ai réussi à le retrouver sur Internet. Fait que c'est capoté. C'est là que tu vois que tout est vraiment documenté. Puis là, t'as la vraie affaire. Me dire de quoi... ma tête rentre pas dedans. Fait qu'il devait pas être costaud, mais le soldat. Mais c'est un point qu'on a en commun. Je savais pas que t'étais l'histoire. Puis, tu sais, je pense que ça se développe justement en voyageant. Là, tu découvres des nouvelles cultures, des cultures, des histoires, des trucs comme ça. Puis moi, c'était sur ma bucket list d'aller à Moscou. J'ai adoré en passant la Russie. Ouais. J'ai adoré Moscou. Ouais, c'est quelque chose. Quand je travaillais à Macao, en Chine, ben là, j'étais proche du Japon, j'étais proche de la Russie. Tu sais, t'étais plus accessible rapidement. Fait que je m'étais fait un peu une bucket list d'endroits où je voulais aller. Bon, je voulais aller au Japon, je voulais aller à Moscou, je voulais aller à Auschwitz, je voulais aller... Bon. Puis je les ai pas mal toutes faites. Puis quand j'étais à Moscou, justement, j'avais fait de la recherche pour trouver des trucs, justement, sur la Deuxième Guerre. Puis on a trouvé un ancien bunker qui servait au président puis aux gens du gouvernement à l'époque, qui était à quelque chose comme 20 étages sous terre, un méga bunker. T'es descendu dedans? Ouais, puis on s'entend, aujourd'hui, c'est plus... il ne sert plus de bunker officiel, là. Fait que c'est rendu une espèce d'attraction touristique. Puis c'est dans la ville, ça a l'air de rien. Il y a une clôture, tu rentres là. Puis après ça, ben tu descends genre 20 étages sous terre. Puis c'est un bunker. Fait que s'il y avait quelque chose, une attaque nucléaire ou peu importe, ben Gorbatchev, à l'époque, il pouvait aller se réfugier là. Il y avait... C'est drôle parce qu'ils ont tous gardé les espèces d'ordinateurs de l'époque, là, ou d'équipements, là. Il n'y avait pas d'ordinateur, mais c'était... ça, c'était une autre place que j'ai fait. C'était un voyage dans le temps. C'était un voyage vraiment. Comme j'ai fait le musée de la guerre en Thaïlande. J'étais-tu là en Thaïlande? Non, Laos. Puis, anyway, peu importe, ils ont gardé l'espèce de palace présidentiel comme dans les années 70. Vietnam, c'est ça. La guerre du Vietnam, c'est ça. Oui. Fait qu'il y a un musée de la guerre au Vietnam qui est dans le sud du Vietnam. T'es-tu à Hanoï? Non, c'est pas Hanoï. Je pense que c'est pas mal entre les deux, peu importe. C'est peut-être au Chi Minh City, mais... Oui, c'est ça. Je pense que c'est au Chi Minh City. Fait que c'est un palais présidentiel qu'ils ont gardé depuis la guerre du Vietnam, intact. Puis là, ça, c'est un vrai voyage dans le temps parce qu'ils ont tout gardé intact. T'as les salles... Ça doit être intéressant. Moi, j'ai une collection de livres sur la guerre du Vietnam. Ah oui. Ça s'appelait NAM. Je les achetais toutes. Ils sortaient, je pense, une fois par semaine. C'est incroyable. Puis ça te donne encore une fois un pan d'histoire qui nous touche. Fait qu'il y a quand même, je pense, une 50aine de mille de Québécois qui ont servi pendant la guerre du Vietnam pour l'armée américaine. Puis là, tout ce qui a passé là, j'aimerais ça. J'ai pas été au Vietnam. C'est un de mes objectifs d'aller là justement pour ça. Puis ce qui est intéressant au Vietnam, c'est le pays, comment il est fait, c'est une espèce de lisière, finalement. Là, fait que t'as le nord puis t'as le sud. Puis le nord du Vietnam, il y a encore un peu d'esprit communiste là, qui sont collés. Eux autres sont plus proches de la Russie et tout ça. Puis le sud, c'est le contraire. Mais quand tu vas au nord, c'est un petit peu plus pauvre. En tout cas, c'est... Même avec l'unification. Ah oui. Pas parce qu'ils ont unifié que le monde n'a pas changé. Là. C'est ça. C'est Saigon qui est devenu Ho Chi Minh Ville, si je me trompe pas. Ça se peut. Puis il y a des plages écœurantes aussi, puis tout ça. Là, c'est un beau pays, là. Oui, c'est des endroits vraiment exceptionnels à découvrir là-bas, mais ouais. Tu t'es ramassé comment en Chine? Il y avait besoin de pilotes, dans le fond, dans un gros spectacle que Franco Dragon produisait avec un... Franco Dragon, pour ceux qui ne savent pas, c'est... Quelle sorte de show? C'est un show de cirque aquatique. C'est drôle de dire aquatique. Avec la moto, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais il avait fait en sorte qu'il pouvait faire un numéro de moto dans le spectacle. Le spectacle durait peut-être 1h30. Puis il y avait plein de numéros d'acrobates, etc. Fait que c'était vraiment un peu Cirque du Soleil, finalement. Là. Parce que C'était pour le Cirque du Soleil? Non, Franco Dragon, c'est lui qui a développé toutes les shows du Cirque du Soleil. Fait que quand on va à Vegas, les shows... C'est pour ça que je pensais. Oui, Le Rêve, tous les gros shows qui marchent depuis 25 ans, c'est lui qui les a développés. Puis à un moment donné, il est parti de son bar. Puis il a développé sa business, puis beaucoup en Asie. Puis un petit peu Middle East aussi, là. Dont ce spectacle-là qui s'appelle House of Dancing Water à Macao, en Chine. Puis Macao, c'est le Las Vegas de l'Asie, finalement. Fait que c'est une presqu'île qui est dans la Chine, mais qui
qui est un territoire... tu vis pas vraiment à la chinoise. C'est ça, exactement. C'est un ancien territoire portugais, en réalité, qui a été contrôlé par les Portugais jusqu'en 99. Qui ont repris, en même temps qu'ils ont repris Hong Kong. C'est ça, exactement. Hong Kong, c'est la même affaire. Fait qu'ils ont leur gouvernement, ils ont leur argent, ils ont leur langue aussi. Mais ils font partie quand même de la Chine, mais pas... C'est différent. C'est comme si le Québec, il y avait des douanes pour aller en Ontario, mettons, puis on a déjà notre langue, puis on avait notre argent. Puis finalement, il y avait des points en commun. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Là, tu vas m'expliquer comment qu'un gars de freestyle, de motocross freestyle, un peu rebelle, se ramasse dans un spectacle de cirque. Avec des tutus puis des danseuses. Dans un pays comme ça. C'est comme... c'est fucking. Il y a plein de choses qui ne fitent pas. Oui, vraiment. Mais c'était ça, je pense, l'effet wow du spectacle, c'était de retrouver justement un numéro comme ça qui n'était pas commun, pantoute, dans ce genre de... C'était le premier spectacle de cirque avec un numéro de sport motorisé. T'sais, ça va pas ensemble. Là. Un spectacle du Cirque du Soleil, c'est des acrobates, c'est des danseuses, c'est des gens qui ont des skills incroyables. Là, fais attention à ce que tu dis, j'ai participé à un spectacle. Ah ouais? Ouais. En 2008, le 400e de la Ville de Québec. Wow! Fait qu'ils ont fait un spectacle pour fêter ça. Ouais. Donc, moi, je faisais Louis Cyr dans le spectacle. Puis juste pour ouvrir la parenthèse et la fermer rapidement, le metteur en scène du spectacle, je l'avais rencontré en 2002, alors qu'il était chercheur de tête pour le cirque. Wow. Puis là, on était venu me rencontrer, il m'a suivi dans quelques compétitions. Puis à un moment donné, ils sont venus me voir puis m'offrir de partir en tournée avec eux. Puis là, ils m'ont réformé. Wow. Puis c'était quelques mois avant que je devienne champion du monde. Puis là, j'étais comme trop proche de mon but. Wow, t'as eu un gros dilemme à faire, là. Ouais, ben à vrai dire, le dilemme n'a pas été si grand que ça parce que la seule question... Là, ils m'arrivent, ils sont venus me rencontrer chez moi. Il fallait que je parte pendant, je pense, c'est presque 1 an, ici à Montréal, pour me faire former. Par la suite, c'est un contrat de 2 ans. On partait en tournée en Europe. Ils voyageaient moi, mes chiens, ma conjointe. C'était quoi le spectacle, le nom du show? Je m'en souviens pas. Mais c'était une nouvelle production qu'il faisait, puis il y avait un rôle pour toi, finalement, là-dedans. Puis là, la seule chose que je n'ai pas demandé, c'est comment ça paye, parce que je voulais justement que ça vienne pas jouer dans ma tête. Ouais. Fait que là, puis finalement, ils sont venus me chercher en 2008. Puis là, le même monsieur est venu me voir. Puis là, il m'a dit que j'avais pris la bonne décision. Puis quand je suis devenu champion du monde, ils ont écouté ça à la télé. Wow. Puis ils étaient contents que j'ai pris cette décision-là. Wow. Puis là, quand ils sont revenus à Québec, ils sont venus me chercher pour le spectacle. Puis c'était un peu comme une façon de me donner une autre opportunité. Puis j'ai adoré l'expérience. C'est vrai, ben c'est intéressant. Puis c'est drôle, finalement, ta carrière aurait eu une autre direction bien raide si tu avais accepté ce contrat-là. Tu serais peut-être pas ici aujourd'hui à faire des podcasts, puis t'aurais eu... Une autre vie. C'est ça, exactement. Une autre vie complètement. Puis moi, c'est un peu la même affaire parce qu'ils m'ont... ils cherchaient des pilotes. Sauf que toi, t'as su comment ils payaient. Parce que t'es allé en Chine, t'es pas allé là. Tu laisses chez vous ton monde, puis tu t'en vas en Chine. Combien de temps? J'étais là 6 ans. Ça devait valoir la peine. Oui, mais je revenais quand même l'été. Mes contrats n'étaient pas tout le temps pareil, là, mais 2 à 3 mois l'été, 4 mois. Mais au début, ils m'ont offert un contrat permanent, même affaire que toi. Fait que c'est tout le temps ça, c'est le même modèle. Ils offrent un contrat de 2 ans. Fait que ils veulent que tu te commettes. Là, c'est normal. Normal, mais fait que là, fait que ta vie change. Là, je suis curieux parce que je ne l'ai jamais demandé. Comment ils t'ont offert le premier? Le premier, c'était pas la mer à boire parce que j'étais juste remplaçant. Fait que c'était un contrat de 6 mois, puis honnêtement, ça m'avait peut-être donné, je sais pas, 40 000 $, mettons, une affaire pas tant? Pas tant, non. C'est pas... parce qu'il y a comme une espèce d'échelon là-dedans. Fait que si t'es, mettons, un parmi tant d'autres, ton salaire va être... C'est parce que t'étais le remplaçant que t'avais... C'est ça, exactement. Okay. Mais c'est sûr que les rôles principaux, eux, on s'entend qu'ils ont plus de levier pour négocier leur salaire. Ça ressemble à quoi, un rôle principal? Côté salaire? Ouais. Je sais pas. Je sais pas ça ressemble à quoi, mais... À un moment donné, tu es devenu premier. C'est des 6 chiffres, c'est sûr, là. C'est des 6 chiffres, mais anyway, fait que tout ça pour dire qu'ils m'ont offert un contrat de 2 ans, j'ai refusé. J'étais comme... J'avais ma tournée déjà ici, j'avais des commanditaires et tout ça. Fait que c'était dur de tout laisser. T'étais-tu à la fin de ta carrière quand t'es allé? Oui, quand même. Ouais, c'était à 2000... oui, c'était... Mais la fin achevait. La fin vraiment achevée. T'es en train de me dire que j'avais eu des bons
des bons arguments pour négocier parce que t'étais encore dans le prime. Là. Vraiment. Surtout si t'avais été personnage principal. Un des personnages principaux, t'aurais pu vraiment négocier ton salaire. Mais au début, tu le sais pas vraiment. Tu sais pas comment ça marche. Fait que. Anyway, il m'offre un contrat de 2 ans. Je suis comme, non, regarde, je vais passer mon. Je vais me passer mon tour. Je le sentais pas vraiment. Puis, tu sais, c'est quand même un gros move. Tu pars, tu déménages en Chine pendant 2 ans de temps. Ça va être quoi? Je commence à. Si j'aime pas ça, tu reviens pas comme ça. Fait que. Anyway, j'ai refusé. Puis 6 mois plus tard, ils m'ont dit hey Ben, il y a quelqu'un qui s'est blessé, veux-tu venir le remplacer pendant 6 mois de novembre à mai, quelque chose comme ça. Je suis parfait, je vais. Fait que j'y étais, puis après ça, là, j'y retourné, puis j'ai réussi à me négocier. La grosse avantage, moi, que j'ai eu, c'est que j'ai réussi à me négocier un contrat ouvert. Tout le monde avait des contrats de 2 ans. Moi, je commençais avec un contrat où je suis remplacé. Ils ont aimé ce que j'ai fait. Puis j'ai renégocié un 2e contrat ouvert dans le sens que je retournais juste pour un 10 mois. Fait que mon plan, c'était de dire que tu gardais du temps. C'est ça, exactement. Je me gardais du temps pour revenir ici l'été. Et continuer à rester présent. À faire mes trucs. On a fait plein de trucs, justement, de projets pendant ce temps-là, de la télé. On a fait Super Motocross de Montréal. On a fait plein d'affaires. Fait que je réussissais quand même à entretenir mes trucs au Québec en faisant cette formule-là. Puis j'ai vraiment gamblé parce qu'il faisait ça que personne d'autre. Puis, en tout cas, j'ai réussi à prouver que ça se faisait, puis tout ça. Puis, fait que je faisais comme ça des contrats ouverts, puis, mais pendant quand même un bon bout de temps. Fait que ça a été il un bon deal pour moi, vraiment. Ça a été bon parce qu'en même temps, tu as fait des projets télévisuels où il y a des gars d'ici qui sont allés filmer, dont nos bons amis, parce qu'on a Francis ici qu'on voit pas, qui est allé le filmer en Chine. Ouais. Ensuite, Félix, des bons amis à nous, qui sont allés te filmer là-bas. Puis tu sais, ils m'ont conté plein d'histoires. Tu parles du chinois? Non, l'affaire qu'il faut savoir, c'est que Macao, c'est un gros melting pot de plusieurs nationalités. Beaucoup de monde qui viennent justement des Philippines qui viennent pour travailler là parce qu'ils ont des bien meilleures conditions à travailler dans des casinos. Fait qu'évidemment, eux autres non plus ne parlent pas cantonais ou mandarin. Il y a beaucoup d'Australiens qui sont là pour travailler sur les spectacles. Fait que ça fait un gros melting pot. Il y a encore beaucoup de Portugais qui sont là-bas, même si c'est plus un territoire portugais. Fait qu'il y a vraiment un gros melting pot super international. Fait que c'est pas la vraie Chine, en réalité. Là. Ils ont vraiment leur territoire, puis c'est macanais, puis ils parlent cantonais. Mais juste pour le fun de revenir au Québec puis de pouvoir péter de la broue, t'as pas appris une couple de mots chinois? Non, mais on parlait tout le temps anglais, en réalité. Fait avec tout le monde, puis tout le monde des autres nationalités parlait anglais aussi. C'est drôle, parce que dans le monde des hommes forts, ça a toujours été ça. Peu importe où ce qu'on allait, c'est fini, tout le monde parle anglais. C'est ça, exactement. Fait qu'évidemment, on avait appris des mots pour se déplacer, les taxis, des trucs comme ça, continuer à arrêter. Peu importe la base. Mais c'est une langue que je trouvais comme hyper difficile parce que la prononciation, c'est des sons qu'on fait vraiment pas ici. T'sais, anglais ou espagnol, OK, tu figures un peu, mais cantonais ou mandarin, là, c'est un autre paire de manches. C'est vraiment spécial. Ah oui, c'est une langue qui est compliquée. Vraiment. Là, on a sauté bien des étapes. Ouais. Mais avant ça, toi, tu étais champion de freestyle. Oui, j'ai fait pas mal de ça. Fait que tu t'es ramassé là comment? Moi, j'étais un pilote de motocross à la base. Fait que je faisais des courses. Mon grand frère en faisait avant moi. J'ai pogné la piqûre. J'ai commencé là-dedans à 10 ans. J'en ai fait en masse. J'ai fait des courses. Puis à un moment donné, au tournant des années 2000, le freestyle, tous les sports extrêmes, en réalité, explosaient. Puis tu as reçu Pierre-Luc Gagnon, que les gens doivent connaître. Là, c'est une légende d'un gars de Boucherville. Oui. Qui a été un des plus grands skaters, le vert skater au monde. Là. Tu compétitionnais les mêmes événements que lui. C'est ça, exactement. Fait que c'est là que j'ai connu Pierre-Luc Gagnon au X-Games, justement. Puis, tout ça pour dire que début des années 2000, j'ai commencé le freestyle motocross, ça allait exploser. Qu'est-ce qui t'emmenait là, de la course? J'aimais ça. J'aimais les sauts, j'aimais le... C'était un petit peu moins compétitif, c'était plus le fun. Un petit peu moins compétitif, là. J'ai vu les sauts faites, là. Oui, mais il y avait plus une atmosphère de camaraderie, je te dirais, entre les riders, parce pas qu'on s'entraide, mais tu sais, on apprécie ce que les autres font quand même. Fait que c'est un petit peu plus artistique, je te dirais, que de la compétition pure et dure de motocross sur une grille de départ. Puis là, t'en as 30 à côté de toi, il faut que tu sois le premier, tu sais. Tandis que du freestyle, chaque pilote a son style. Chaque pilote fait les figures à sa façon. Fait que il y a ça aussi. Puis, fait que c'était plus ça venait plus me chercher. Puis j'étais le seul à en faire. J'ai commencé vraiment au début, puis j'ai été influencé.
à l'époque, il y avait des films, on écoutait des cassettes, nous autres, là, les jeunes. Aujourd'hui, ça fait c'est quoi, mais on avait des VHS. Oui, c'est vrai. On écoutait des cassettes, on les faisait des grosses maudites cassettes. C'est ça. Mais dans le temps, il y avait plein de films de motocross qui sortaient avec de la musique, puis tout ça, puis on écoutait ça. Puis c'était tous des pilotes qui venaient de la Californie, puis c'était là que le sport a commencé. Moi, j'ai été influencé par ça. Puis j'étais à l'âge, justement, j'avais peut-être 16 ans, fait que là, je progressais, puis là, j'arrivais avec des grosses motos. Je passais du 86, 125, 250, puis là, ben, c'était comme mon opportunité était vraiment là. J'avais la bonne âge, j'avais le bon équipement, Le timing était bon. Le timing était vraiment... Tu sais, c'est ça, j'étais à la bonne place au bon moment, puis j'ai commencé à faire ça. Puis... Mais la transition entre faire de la course, parce que les sauts que tu fais en course puis les sauts que tu fais en freestyle, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est-tu épeurant au début? Ben on essaie, évidemment, d'y aller progressivement, tu sais, de prendre des baby steps, comme ils disent, là, puis à essayer de pousser de plus en plus. Mais évidemment, il y a certaines figures que tu n'as pas le choix à un moment donné de dire, OK, j'y vais ou je vais pas. C'est la première fois que tu vois un gars faire un backflip, tu te dis, ben là... tu peux pas le faire à moitié. Là. C'est ça. Fait que là, ça, c'est surtout plus dur mentalement, je te dirais, que... Ah, mais tu te prépares à ça? Moi, je sais comment je me préparais dans mon sport, mais toi, c'est d'autres choses. C'est vraiment spécial parce que, tu sais... nous autres, dans ce sport-là, il n'y a pas vraiment de coach, il n'y a pas vraiment de ligue ou de structure. Fait que c'était vraiment un peu du free-for-all qu'on appelle. Puis on apprenait comme on pouvait. Puis à l'époque, les bacs de mousse commençaient. Fait que, les gens ont peut-être vu ça. Là, à la base, c'est des artistes de cirque qui s'entraînaient là-dedans dans des grosses fosses de blocs de mousse. Fait que vous avez mimiqué ce qu'eux font pour pratiquer le figure. Oui, c'est ça, exactement. Puis dans le motocross. Ah, mais c'est ça. Mais nous autres, on sautait avec une moto là-dedans. Fait que c'est quoi tu faisais? C'était une benne? C'est quoi? Ben écoute, c'était la grosseur d'un bungalow, à peu près la boîte que j'avais. T'as fait ça chez vous, toi? Oui, j'avais un terrain que partenaire Bellemare me louait à l'époque, un terrain commercial que j'avais réussi à trouver. Juste ça, c'est difficile de trouver. Tu restais pas dans un parc de roulotte parce que tu peux pas mettre ça là. Non. Fait que tu t'es construit une rampe, puis tu pratiquais tes figures dans un bac de mousse. La rampe, je l'avais déjà, la rampe de lancement, c'est de construire le bac de mousse. Après ça, il n'y avait pas rien de fait de ce style-là. Fait qu'on était un des premiers à faire ça. Bon, on était les premiers au Canada. On a vu ça aux États-Unis. Carey Hart avait déjà fait ça, puis tout ça. Puis on était comme, waouh, faut faire ça. Fait que mon père travaillait sa construction, puis il dit, on va le faire, nous autres, on va faire une boîte. Puis, fait que lui, il avait déjà, il avait ça dans sa tête, ce plan-là. Puis, le gros enjeu de cette grosse boîte-là, qui mesurait 45 pieds de long, 25 pieds de large, 10 pieds de haut, remplie de blocs de mousse, c'était de protéger la mousse contre l'eau et la neige, les intempéries puis le soleil. Parce que des blocs de mousse, premièrement, c'est de la mousse de matelas de différentes densités. Puis l'affaire, c'est qu'évidemment, avec le soleil, ben ça mais la mousse, t'as pas où? Je l'ai acheté dans une manufacture à Montréal qui produisait des matelas. Puis il avait vendu plein de mousse aux autres au Cirque du Soleil pour faire des blocs de mousse pour leur... Fait que j'avais réussi à trouver le contact de l'entreprise à Montréal qui fabriquait des matelas puis qui avait déjà fait des cubes de mousse pour le Cirque du Soleil. Mais avant que tu aies de la mousse, tu t'entraînais-tu pour ça? Non, avant que j'aie mon bac de mousse, c'était soit que tu sautais dans l'eau pour faire un backflip, pour éviter, évidemment, d'atterrir sur la tête et te casser le cou. Fait que t'atterrissais dans l'eau. C'est bon pour la moto, ça? Non, c'est pas bon pour la... Puis ça cogne aussi. Puis j'étais pas un gros fan de sauter dans un lac. Puis fait que l'autre idée qu'on avait trouvée, c'est on va prendre mon atterrissage en terre puis on va mettre beaucoup de rips, là, de copeaux de bois. C'est pas déjà mieux, je trouve, comme idée, là. Ben, c'est le moins pire, on va dire ça de même. C'est le moins pire. C'est moins pire que l'eau? C'est ça. Moi, je trouvais ça que c'était moins pire que l'eau. Fait que j'ai atterri ça dans de la rip. Fait que toi, quand tu tombais tout croche, tu tombais dans la rip. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, la rip, elle se tape, elle. Ouais, c'est ça, exactement. C'est tout un processus. Là. Je m'étais cassé. C'est drôle parce que c'est là que j'ai commencé à en faire. Puis la première journée, j'ai fait le premier, le deuxième. Puis là, j'ai un peu trop poussé. Puis j'ai commencé à être un peu trop confiant. Puis c'était justement le Super Motocross de Montréal. En plus, c'était en août, septembre. Puis là, j'en ai fait un troisième, puis j'ai tombé, puis je me suis cassé un doigt. Fait que là, j'ai pas pu participer au Super Motocross de Montréal à cause de ça. Fait que là, l'année d'après, 2004, il faut qu'on fasse une vraie affaire. Fait que c'est là qu'on a construit le fond de pit en bois, 45-25, 10 pieds de haut. Puis là, ben, mon père a décidé de faire un toit là-dessus rétractable. Fait que c'était comme un bungalow qui a un toit rétractable sur des rails avec un moteur, avec un winch. Puis c'est drôle, puis je me rappellerai toujours, Michel Barrette était venu en 2004 avec son gars. Son gars faisait du motocross. Puis il était venu voir ça, puis son gars, il était venu rouler. Puis là, Michel, il check ça, puis là, il dit
Tu sais, comment il est tellement drôle. Là, il parlait, il dit, écoute, c'est incroyable, c'est comme un bungalow qui a un toit ouvrant. Il dit, c'est malade. Là. Son gars avait sauté là-dedans, puis il était tellement nerveux pour son gars, puis ça. Mais ça avait été bien drôle. Fait que j'ai eu ça pendant quand même un peu de temps. Il n'y avait pas un toit qui sautait là-dedans, là? Non, mais mes chums venaient, plein de monde venait essayer ça. Y a-tu arrivé des bad luck? Il y en a qui sont sautés un petit peu trop loin, sont atterris dans le mur. Il y en a qui, la moto est atterrie à côté. Mais pas plus que ça. Ça a été quand même... je te dirais que ça a sauvé plus de blessures que ça en a causé. OK. Ouais. La première fois que tu réussis, tu te sentais comment? Ah, ben c'est un feeling incroyable. Là. Parce que, tu sais, à la base, t'es pas supposé de faire ça qu'une moto. Là. Une rotation 360 degrés puis atterrir en un morceau, c'est du roux. C'est pas fait là, pour ça. Quand tu tombes dans la mousse, ça va bien. La première fois que tu le fais, pour de vrai, puis que c'est pas de la mousse qui est en bas, t'étais-tu nerveux? Bien, évidemment. Évidemment. Puis là, c'est parce que l'affaire avec ça, c'est que c'est un combat mental, parce qu'évidemment, la raison te dit de ne pas faire ça parce que ça n'a pas de sens, là. C'est très risqué. Puis en même temps, tu as un autre côté de toi qui dit, ben là, il y en a d'autres qui le font, ça se fait, t'sais. Fait que là, à un moment donné, il faut comme tu prennes une décision avant de faire ça pour la première fois, puis tu te dis, OK, faut que j'arrête de penser puis je le fasse, parce que si tu penses trop... L'attention. Oui, c'est ça. Parce que si tu penses trop, tu vas tout le temps trouver quelque chose qui peut tourner mal ou qui est pas parfait. Fait que là, tu t'analyses ben trop, puis là, ça finit pas, puis tu finis par pas le faire, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, faut que tu fasses comme « fuck it », j'arrête de penser, paf, je sais quoi faire, je l'ai fait 100 fois dans le bac de mousse, puis tu y vas. Fait que ça, c'est un gros combat mental, puis c'est des moments que tu te rappelles parce que tu fais quelque chose que ta tête te dit pas de pas faire, mais tu y vas pareil. C'est vraiment... Tu as peut-être vécu le même genre de sentiment, vraiment dépasser tes limites, là, de comme faire sortir de ta zone de confort, puis vraiment faire quelque chose que t'es pas sûr que ça... Puis tu t'en rappelles encore, là. Fait que ça, c'était un de ces moments-là que... Ouais. Ça a-tu pris plusieurs fois où ce que tu t'es présenté à rendre puis tu t'es pas rendu? Ou la première fois que tu es allé pour le faire, t'as le feeling-là, puis là, j'y vais? Ben, je dois avoir passé 1000 fois avant de le faire, pour de vrai, parce que là, tu fais des tests. Puis là, tu fais, OK, je vais le faire. Mais là, tu te dis, OK, je vais faire une coupe de saut. Je check le vent, faut pas trop qu'il vente, faut que les conditions soient bonnes. Puis là, ben, à un moment donné, là, t'arrêtes. OK, là, on y va. Là, on y va pour de vrai. Fait que, advienne que pourra. Puis... C'est un peu ça. Des étapes, pour moi, c'était des charges. Ouais. Ben oui, c'est ça. La première fois que tu lèves 500 livres, mettons, bench, ou que tu squattes 700 livres. Chaque 100 livres, là, ça vient avec son lot de stress parce que tu sais que c'est lourd. Ouais. Puis c'est très mental parce que, tu sais, j'ai fait des compétition de step-up en moto. Puis le step-up, c'est le saut à la perche, finalement, comme on va aux Olympiques. Là. Le plus haut possible. Ouais, avec une perche. Fait qu'il faut dessus. Puis évidemment, ils montent tout le temps la perche un petit peu. Puis nous autres, on le faisait à moto. On l'a fait au X Games. Puis tu sais, tu te dis, OK, mettons, là, il commence à 25 pieds. Tu fais 25 pieds. Là, après ça, tu fais 26, 27, 28. Puis là, tu te dis, c'est dur. Même si c'est progressif, tu te dis, je vais-tu l'avoir? Là, tu as de la pression. Tu te dis, je sais pas ce que ça prend à me battre l'autre à côté. Puis tu dis, OK, là, me semble que j'ai tout donné à 27 pieds. Je suis vraiment capable de faire 28? C'est peut-être un peu comme ça aussi pour... C'est quoi ton meilleur? En Europe, on avait fait le record du monde en Autriche. Moi puis Matt Robot, on avait terminé égal, à vrai dire, à genre 31 pieds. Puis la barre ne pouvait plus aller plus haute que ça. 31 pieds? Oui, on avait fait 31 pieds. Puis dans le fond... c'est une rampe de lancement qu'ils font en arrière d'un atterrissage. Là, ils creusent ça avec le loader, puis tout ça, le boule, puis ils font quelque chose, une rampe de lancement mais qui est super rapide, puis c'est comme 90 degrés à la fin. Là, fait que c'est comme un mur, finalement. Fait que ça te projette pas en longueur, mais vraiment en hauteur. Fait que c'est là que tu peux aller chercher des hauteurs quand même vraiment impressionnantes, puis t'atterrir dans l'atterrissage. Hey, c'est haut comme la grange ici. Oui, non, c'est vraiment haut. C'est vraiment haut. Puis là, c'est là qu'à un moment donné, ça je me disais, tabarouette, je vais-tu vraiment pouvoir faire plus haut que ça? Fait que là, faut-tu... Ce côté-là est pas... Quand t'atterris l'autre bord, c'est une rampe qui te reçoit? Oui, c'est ça, exactement. C'est une rampe qui est super rapide, qui absorbe le coup, là, un peu, quand même, mais c'est rough, c'était dur quand même sur le corps. Tu sais, les gens, juste pour que vous compreniez, c'est 3 étages. Ouais. Ce que tu sautes, ensuite, il faut que tu atterrisses. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, il vient-tu un moment où ça devient un peu plus mécanique? Parce qu'une fois que tu l'as fait, fois, oui, il y a le stress, puis à un moment donné, tu maîtrises ton art, comme on dit. Ouais.
Puis là, c'est devenu un peu comme routinier. Ben c'est ça le but. En réalité, c'est que, mettons, si on parle du backflip, par exemple, là, c'est que ça devienne comme marché, finalement. Là, que c'est que là, faut que tu le pratiques beaucoup. Puis que tu enlèves un petit peu les peurs, puis tu comprennes la mécanique de la rotation. Parce qu'encore là, si on fait le parallèle entre le sport du freestyle motocross puis la gymnastique, ben nous autres, on peut pas le pratiquer dans des harnais et des trucs comme ça. T'sais. Fait que c'est sûr que quand tu le pratiques 1000 fois dans un harnais, tu comprends la mécanique. Tu sais, OK, il y a telle étape à faire. Bonjour, c'est 1000 fois dans le bac. Ben, c'est ça, exactement. Mais il y a quand même encore des points d'interrogation qui restent. Parce que là, tu atterris plus bas, puis là, tu penses tout le temps à ta rotation. Est-ce que je vais atterrir avec la bonne angle, avec la moto? Fait qu'il y a plein d'affaires quand même. Fait que ça prend plus de temps à figurer, mais quand tu as figuré la mécanique du saut, comment ça marche, la rotation, etc., bien là, le but, c'est d'en faire le plus possible pour justement éliminer les peurs. Puis après ça, c'est de faire des figures à l'envers. Oui, parce que là, éventuellement, vous augmentez le degré de difficulté. Oui, c'est sûr. Parce que là, c'est plus juste de faire un flip. Il faut que vous fassiez des figures pendant que vous faites le flip. Exact. Fait que c'est que là, on repousse les limites encore, on continue, comme si c'était pas si dangereux. Là, on ajoute des figures qu'on fait d'habitude à l'endroit dans les airs, mais là, on les fait à l'envers. C'est quoi l'affaire la plus fuckée que t'as faite? Ben, si on parle de saut, mettons, là. Ouais. Ben, le saut le plus technique que j'ai fait, c'était... je faisais un backflip, puis avant d'atterrir, je lâchais les mains, puis j'atterrissais sans les mains dans l'atterrissage. Bon plan? Ouais, c'est pas un bon plan, non. Parce que j'ai tombé. J'en ai fait une coupe, j'en ai fait plusieurs, puis... encore là, à un moment donné, j'avais un petit peu trop de confiance, puis l'atterrissage commençait à être magané. Il se forme des bosses, à force de tomber là-dedans, puis de rouler là-dedans. Puis, j'en ai fait tout le temps un trop, finalement. Là. Puis, je fais la même affaire que d'habitude. Backflip, avant d'atterrir, je lâche les mains. J'atterris sans les mains, comme ça. Puis, le volant en arrière a commencé à faire du guidonnage, qu'on appelle, là, gauche-droite, comme ça. Puis, un coup, ça part, il n'y a plus rien à faire. Là. Tu peux pas le rattraper, là, tu sais. Puis là, l'affaire, c'est qu'après ça, tu as beaucoup de force, si tu veux, centrifuge qui te projette par terre, mais tout le temps de côté. Là, tu fais comme gauche-droite, puis la troisième fois, là, c'est là que tu fais la crêpe à terre, là, vraiment. Là. Tu dois te sonner un peu? Ben, j'ai fait une commotion. Je vais toujours m'en rappeler parce que cette journée-là, je fais ça, je tombe, je suis vraiment sonné, commotion. Il y a des amis qui me ramènent chez nous. Puis je suis dans le sol chez mes parents, puis j'écoute la télé, puis c'était la journée qu'il y a eu la tuerie au Collège Dawson à Montréal. Là. Fait que c'est comme une journée que je vais toujours me rappeler. Puis là, j'écoutais ça à la télé dans le sol, puis là, je regardais ça à la télé. Puis là, je me pose... Puis là, mes amis, je posais 42 fois les mêmes questions, tu sais. Puis ça a été une journée assez bizarre, mais ouais, les commotions, le moins possible. L'as-tu eu plusieurs? Ouais, j'en ai eu plusieurs, ouais. J'en ai eu plusieurs, puis... écoute, je m'en sais bien jusqu'à date. Je sais pas si je suis chanceux, là, mais à date, j'ai pas de séquelles de ça. Que tu sais pas. Que je sais pas. Que tu sais pas. C'est une des affaires où on a tendance à oublier. Hein? Il y en a peut-être d'autres. Ma blonde te dirait qu'il y a des séquelles. Mais tu sais, aujourd'hui, on est plus conscient un peu justement de ces séquelles-là puis de ce que ça peut causer, les commotions. Fait qu'on on le gère pas de la même façon, je te dirais. Aujourd'hui, sachant ce que tu sais, maintenant, t'es père de famille, serais-tu capable de faire la même chose? Avec beaucoup de pratique, j'imagine que oui. Ça te dérangerait pas? Le risque versus... Non, mais je le referais pas, tu comprends, parce que j'ai rien à gagner à le faire. Tu comprends, je l'ai fait, puis ça vaudrait pas le jeu, on vaudrait pas la chandelle, comme on dit. Là, je passais à d'autres choses, puis c'est quelque chose que tu vis dans une période de ta vie où tu es dédié à ça à 100%, tu comprends? Fait qu'aujourd'hui, c'est comme si tu disais, je sais pas... à Jacques Villeneuve, de retourner courir en F1 aujourd'hui, il dirait, que c'est pas ce que c'était dans les années 90 versus aujourd'hui. C'est pas la même chose, c'est pas la même game. Là. Il pourrait, c'est sûr qu'il pourrait le refaire, tu comprends, mais il le fera pas parce que c'est... Ton garçon, oui. Il t'arrive puis il veut faire ça. Oui. Tu fais quoi? Je le laisserais faire. Puis, tu sais, mes enfants, j'ai un gars et une fille. Mon gars, il a 6 ans. Puis en fait, déjà, il fait de la moto, puis il aime vraiment ça. Mais je le pousse pas pour qu'il... en réalité, la vérité, c'est que j'aimerais mieux qu'il fasse d'autres choses. C'est drôle que tu dises ça, parce que j'ai le même sentiment avec mon gars. Oui, c'est ça. Oui, on s'entraîne, il adore l'entraînement. Est-ce que je voudrais qu'il suive le même cheminement? Ouais. Pas tant. Peut-être mieux de faire d'autres choses. C'est qu'il y a deux volets. Il y a le volet...
loisir, OK? Fait que faire la moto pour le fun, la fin de semaine, c'est trippant, comme s'entraîner, comme peu importe. Puis il y a le volet compétition, que là, c'est une autre chose. T'es plus dans le fun, là. T'es rendu une job, là. Puis là, il y a tout ce qui vient avec, là. Le stress, il faut que tu performes, les commanditaires. Les blessures, les cils. Tu sais, je te dirais que je conseille à personne de choisir cette carrière. Je sais pas si vous autres, c'est comme nous autres, là, mais moi, dans mes années de compétition, j'ai été rarement 100% s'entraîner de bobo, sans avoir de petites blessures que tu fais juste continuer parce qu'il faut que tu continues. Là. Si j'avais attendu d'être à 100% tout le temps, finalement, j'aurais peut-être compétitionné pas si souvent que ça. Là. J'imagine. Maintenant, j'imagine. Ça doit être tellement dur sur le corps aussi, tu sais, les charges que vous avez. Ben, ça commence à la même chose. C'est dur sur le corps, mais c'est mentalement que c'est dur. J'imagine, ben oui, encore plus. C'est là, parce que ton corps est subi, puis tu le sais que c'est dur sur le corps. Puis là, c'est un peu comme toi, quand tu vas y aller, tu es conscient des risques, tu es conscient que ça va faire mal, puis tu le fais pareil. T'avais-tu un coach, justement, qui t'aidait pour développer ton côté mental à l'approche d'une compétition ou des trucs comme ça? T'as vu, ça ressemblait beaucoup à ce que tu as mentionné tantôt. Moi, il n'y avait rien au début. C'est ça. Fait qu'il a fallu que tu établisses tout ça. Puis j'ai commencé quand même, au début des années 2000, à travailler avec un psychologue sportif. Ouais. Puis ça m'a aidé. Ouais. Ça m'a aidé surtout à comprendre beaucoup de choses. Ouais. Oui, l'approche, puis de comprendre pourquoi tu fais les choses de certaines manières. Tu sais. Ça reste un psychologue à la base. Oui, tu es orienté plus vers le côté sportif. Mais tu sais, il faut que tu sois un peu masochiste pour faire ça. Là. Ouais. C'est comme je dis tout le temps, là, moi, tout ce que tu fais avant que ça fasse mal, c'était le réchauffement. Quand ça commence à faire mal, c'est là que le travail commence. Incroyable. Mais il faut... ça prend un type de personnage pour faire ça. Ce que tu fais, là, ce que tu as fait, tu sais, c'est pas tout le monde qui va aller dans ces zones-là. Tu sais, il faut vraiment, comme tu dis, tu sois à la limite masochiste, que t'aimes la misère. Là, puis il faut vraiment que tu sois pas renfermé sur toi, mais concentré sur toi. Tu sais, puis on dit souvent que les athlètes, ils pensent juste à eux, mais c'est parce que c'est ça leur job, d'être focus sur leur job, tu sais, à 100%. Puis j'imagine, toi, c'est la même affaire. C'est exactement la même affaire. Puis c'est drôle d'entendre ça d'un gars comme toi qui s'est cassé à peu près tous les os dans le corps. Ouais. Parce que ça prend quelqu'un de spécial. Ouais. Tous les sports d'élite, où ce que tu aspires à devenir le top de ta discipline au monde, faut que tu aies un mental spécial. C'est pas fait pour tout le monde. Non, j'imagine. C'est la même affaire pour vous autres. Oui, c'est sûr que c'est pas du mini-pot, là, comme j'aime. Non, tu sais, moi, quand j'entends ce que tu dis, j'en fais de la moto. Là. Jamais j'essaierais les choses que tu fais. Moi, là, il faut que les roues soient en terre. De temps en temps, elle lève, là, mais il faut que c'est pas moi qui... Ça arrive, tu le vis, tu t'adaptes, là, mais c'est la même affaire en ski. Il faut que les skis restent à terre. Moi, c'est le contraire. Moi, j'aimais le feeling, justement, de sauter, de repousser tes limites, puis d'avoir cette... Tu sais, il y a un feeling d'apesanteur dans un saut en moto, tu sais, pendant une fraction de seconde qui est écœurant à voir. Tu fais comme, waouh, t'es bien, tu peux faire presque ce que tu veux, tu sais, puis c'est là que tu développes des nouvelles figures, des styles, des trucs comme ça. Puis ça, c'est comme un petit buzz d'adrénaline qu'après ça, que tu recherches tout le temps, tu sais, que dans des sauts, dans des trucs comme ça. Fait que il y a quelque chose quand même de... Mais oui, ça prend du monde... qui ont la tête dure, qui lâchent pas, qui persévèrent. Tu l'as mentionné tantôt, puis tu l'as très bien expliqué. Tu t'en vas faire quelque chose que tout ce qui est logique te dit de pas le faire. C'est ça, exact. Tu sais, c'est la même affaire. Moi, comme je dis tout le temps, c'est à peu près comme si tu m'avais dit, Hugo, accote-toi contre le mur, puis pousse. Le monde normal va dire, le mur bougera pas. Nous autres, on va pousser, puis éventuellement, il va bouger. C'est incroyable. Les compétitions que tu faisais. Tu sais, moi, je me rappelle, tu sais, ça passait à la télé, tes compétitions à l'époque, là, puis on regardait ça à la télé. Puis moi, ce que j'aimais de toi, c'est que tu étais vraiment showman dans les compétitions. Puis tu faisais des compétitions, puis tu avais tes petites lunettes aux clés, tout ça. Puis là, tu faisais une épreuve, tu réussissais, puis après ça, tu commençais à faire ta petite danse de même. Je trouvais ça tellement... C'est comme tu marchais, mais comme un peu en robot. Oui. Ah, c'était drôle. Hein? T'as fait ça encore, cette petite danse-là? Non, j'en fais, mais pas pour les mêmes raisons. Mais c'est comme, tu sais, le côté que tu mentionnais tantôt, ben c'est un peu ça. Tu l'as fait, tu l'as réussi, puis c'est un moyen de communiquer avec la foule. C'est un moyen aussi de booster ton niveau de confiance. Oui, c'est ça. Tu de jouer un peu dans la tête des autres. Exactement, ça fait toute partie de ça, parce que le sport, c'est avant tout mental. Ben oui.
C'est ça, exactement. Ben, surtout toi dans ta discipline. Fait que j'imagine que toute l'approche, puis tout ça, puis l'aspect spectacle alentour. Mais tout ce que tu vois là, ce côté le fun-là, ce que les gens voient pas, c'est l'envers de la médaille. Ah oui. Tout le stress, moi qui faisais de l'anxiété de performance, ça fait que les nuits blanches avant une compétition, puis l'entraînement était beaucoup plus dur que les compétitions en soi. Puis pour être honnête, avec du recul, je ferais ça autrement, parce que je me suis sûrement, magané plus que j'aurais dû, et deux, je dépensais beaucoup plus d'énergie que j'avais besoin. Je me tapais la compétition peut-être 4 fois avant de la faire, 2 semaines avant d'aller faire la compétition. Là. Wow. Quand tu arrivais à la compétition, tu savais pas mal où tu t'en allais. Exactement. Fait que t'es la même affaire que toi. Tu sais, tu connais tes capacités, tu sais tes limites. Les facteurs que tu contrôles pas, mais là, c'est tout le reste. T'es pas chez vous, l'environnement, la température. Bouffe, le décalage. Tout ça. C'est fou comment ça peut jouer, ça. Hein? Ouais. Tu sais, c'est des... Tu y penses pas, là, mais ça joue quand même sur ton système. C'est le degré d'humidité. Surtout vous autres, parce que, tu sais, c'est tellement rattaché à votre santé, votre corps, ce qui se passe. Dans le fond, votre niveau d'énergie cette journée-là, puis tout ça. Tu sais, parce que toi, ta moto, c'est un accessoire avec lequel que tu travailles, qui t'aide, justement, et qui est peut-être à un niveau peut-être plus stable dans le processus, alors que nous autres, la machine, ça devient notre corps. C'est ça. C'est ça. Fait que faut que tu contrôles au maximum, dans le fond, ce que tu peux contrôler, puis... Tu sais, puis là, on voyage, t'emmènes ton équipement. Toi, là, ta moto, là, tu traînais ça comment? Comment ça marchait? Ben, il y a plein d'affaires. Des fois, on l'a déjà... je me rappelle une fois au X Games, en 2003, on l'avait shippé là-bas. Elle était arrivé en retard, à genre quasiment la veille de la compétition. En tout cas, j'avais manqué une journée de pratique. Sinon, je me suis déplacé en pick-up à un moment donné, aussi aux États-Unis, pas mal. Après ça... quand j'allais en Europe, ben, j'ai envoyé mes suspensions. Je mettais mes suspensions dans un sac un sac qui servait à mettre des sacs de golf, des gros sacs qui me servaient à mettre des sacs de golf. Et moi, je mettais mes suspensions là-dedans, mon choc, mes fourches en avant, mes poignées. Le plus de pièces possible, finalement, pour avoir le même feeling que j'ai à la maison, avec la moto. Puis, il me prêtait une moto là-bas. Là. OK, fait que toi, t'emmenais des choses qui allaient te faire sentir comme si c'était ta moto. C'est ça, exactement. T'envoyais ça dans un sac de golf. Ouais, puis ça a tout le temps passé aux douanes en plus, puis il y en a qui en ont... Le centre de voir le gars qui regardait dans le sac. C'est ça, tu sais. Puis, fait que là, j'arrivais là-bas, on démontait la moto, on remettait mes pièces, puis j'y allais. Puis, il y a des pilotes pros qu'eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils envoyaient carrément leur moto, ils la créaient, puis ils la shippaient par avion, puis la personne... Il y avait plus de moyens, là. Oui, bien c'est ça. C'est les gars qui faisaient le championnat du monde en course, qui coursaient en supercross, puis les autres, ils ont vraiment besoin de performance, tu sais. Fait que là, les autres, ils niaisaient pas. Ils arrivaient avec leur moto, mais aussi leur mécanicien. Fait que, tu sais, il y avait le même setup qu'il y avait aux États-Unis, là. La même moto, exactement, là, ton mécanicien. Fait que, c'est le paradis, ça, là. Ben, c'est ça. Ben, c'est eux autres qui ont le meilleur setup, qui ont les gros noms du sport, puis évidemment, ben, ils performent, tu sais. Fait que, mais avant ça, c'était pas tout le temps comme ça. Les gars arrivaient là-bas avec des motos différentes. Fait que toi, c'était le stock car de la motocross. Ouais, c'est ça, un peu. Non, c'est ça. C'était nous autres. C'est ça, on n'a pas besoin de performance vraiment sur nos motos. C'était plus. Le gros point, c'était vraiment la suspension pour avoir le même feeling que c'est rampes, tu sais. C'était vraiment ça qui était important pour nous. Mais il faut quand même que tu performes. Il y a une foule qui te regarde, les gens ont payé. Il faut que tu livres la marchandise. Oui, absolument. Non, fait que ce morceau-là était important. Puis, tu sais, c'était un peu du n'importe quoi. Là. Des fois, on arrivait, puis c'était pas la bonne année de la moto. Des fois, c'était peu importe. C'est ça, l'autre affaire. Si t'arrives là, puis on pas la bonne moto, ta suspension fait peut-être pas dessus. Une fois, j'ai été faire une qualif pour les X Games à Bakersfield, en Californie, puis je suis arrivé là, puis je roulais en Kawa, j'avais un Honda, tu sais. Fait qu'il avait pas trouvé... Les gars là-bas avaient pas trouvé de Kawa. Ils disaient, nos chums... Je pourrais? C'est comme, OK. Fait que là, t'as une traque de fou, t'as des sauts de mongol à faire. Tu t'en vas faire un backflip sur un bicycle que tu connais pas. Ouais, c'est un back que tu connais pas. Fait que c'était comme, my God. Fait que pas besoin de te dire que ça n'a pas très bien été cette fin de semaine-là. Puis il y avait d'autres endroits, comme en Europe, que là, il y avait... Ben, c'était un championnat du monde, mais qui était organisé par des Allemands. Fait que c'était très by the book, puis tout très bien organisé. Puis il y avait des concessionnaires qui étaient là, puis qui amenaient les motos, puis c'était des équipes de course. Fait que moi, mon équipe, c'était une équipe Kawa, là-bas, allemande, qu'eux autres avaient une équipe, justement, pour les gars en supercross, là, tu sais. Fait que là, moi, j'avais quand même un bon bike. Tout le temps, le même bike, j'allais... souvent là, à l'époque, là, puis j'avais tout le temps le même bike, même suspension. Des fois, je laissais ma suspension là-bas parce que je savais que je revenais 2 semaines après ou une affaire de même, je voyageais quasiment. Fait que ça, c'est pas pire parce que tu crées
un environnement familier. Là, c'est même ça, si c'était pas chez exactement, ouais. C'est drôle, j'avais été en Chine en 2008 ou 2009. On me fait venir là-bas pour aller battre un record Guinness. Fait que je devais aller battre le record où ce que je soulevais, c'est le Thomas Hinch Dumbbell, 173 livres, pour faire le plus de répétitions possible à une main, à bout de bras. Fait que là, moi, je m'étais trouvé un poids qui avait les mêmes dimensions, exactement la même chose, mais que tu pouvais mettre de la poussière de plomb dedans. Fait que là, parce qu'il n'y avait pas le poids là-bas, fait qu'il m'avait demandé si je pouvais les aider dans le processus. Ça fait que j'emmène ça avec moi dans mes valises. Je l'avais mis dans une valise, parce que vide, il pesait à peu près comme 60 livres ou 50 livres. Ouais. Puis quand j'arrive là-bas, bizarrement, ils n'ont pas de poussière de plomb. Fait qu'ils sont pas capables d'emmener le poids plus qu'environ 140 livres. Donc, on peut pas battre le record, parce qu'il y a un record établi. Fait que là, t'es pogné, tu t'en vas là-bas, t'es la journée de la compétition, puis t'as pas ce qu'il faut pour battre le fameux record. C'est quasiment arrangé. Fait que là, j'arrive, il dit au gars, il dit, t'as-tu le livre des records? Puis il y a un officiel, là, c'est vraiment fait, il y a quelqu'un de Guinness qui est là. Il dit, dis-moi donc les records qu'il y a. Puis il est là dans le livre, puis là, il me lit des records. Il dit, c'est beau, on va battre celui-là. Ah ouais. Il dit, trouvez-moi, là, j'ai fait le crucifix. Il dit, trouvez-moi des poids qui pèsent 27 livres, comme c'est écrit, puis je vais le battre. Fait que là, je l'avais battu, mais je n'étais pas entraîné, je n'étais pas préparé. Fait que j'étais content, mais ça aurait pu mal virer, mais ça avait bien été. Mais j'avais fait environ 30 secondes de moins que qu'est-ce que je faisais normalement en compétition, juste parce que je n'étais pas entraîné. Mais l'histoire, c'est que j'ai eu le record, une belle petite médaille Guinness, puis il a été battu 2 ans plus tard. Ah ouais? Ouais. Très, très cool. Hey, je veux ton frigidaire expérience. Je peux-tu prendre un breuvage? Félix m'a dit que je pouvais. Oui, tu peux prendre de l'eau aussi si tu veux. Là. Ouais, je le sais. Hey, commence par l'eau, là, peut-être. Je vais prendre une canette, lancer l'eau parce que là, ça va être le moment de se faire ridiculiser. Expérience, je me souviens à l'époque, je sais pas si c'est toi ou ton agent m'avait contacté pour te commanditer dans ta tournée. Ben, ça, c'était important. C'est intéressant, l'histoire d'XPN. Puis, tu sais, je sais que tu es super impliqué en affaires. Puis, moi, j'aime ça les entreprises québécoises qui rayonnent, que ce soit au Québec ou à l'international. Tu sais. Puis, XPN, c'est un bon exemple. C'est une compagnie qui est connue, mais qui gagne à être connue, je trouve. Puis, je sais que Daniel, le propriétaire, Daniel Bérubé, super bon gars. Puis il s'implique dans plein de trucs, tu sais, puis c'est une entreprise québécoise qui font des excellents produits santé. Puis je voulais juste le souligner, je voulais juste dire que c'est good job XPN, entreprise québécoise, on les encourage. Puis ils font, tu sais, j'ai parlé à Daniel, puis je parlais d'autres breuvages que je buvais, breuvages sportifs, peu importe. Puis, tu sais, il me disait, Kébén, ce que tu bois, c'est vraiment pas bon. On a l'équivalent, mais avec 10 fois plus de vitamines. Puis, tu sais, c'est supposé de l'eau vitaminée, ce que tu bois. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un côté populaire aux produits populaires qu'on retrouve en dépanneur parce qu'ils appartiennent aux très grosses compagnies, donc des multinationales, sans les nommer. Oui, puis là, ben, il y a un gros brand, il y a énormément de marketing en arrière. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, ce qu'on voit les athlètes boire, mettons, au football, sur le terrain, c'est pas ce qu'on retrouve dans le dépanneur. C'est vrai. Le nom est sur la gourde, mais c'est pas ce qu'on a dedans. Fait que toi, une boisson énergétique, c'est un excellent produit qui est meilleur pour la santé que la plupart des autres produits qu'on retrouve. Mais toi, tu as été commandité longtemps par Rockstar. Oui, c'est vrai. J'ai fait quasiment 10 ans avec Rockstar. Super bonne relation qu'eux autres. Puis tu sais, tu parlais de boissons, peu importe énergétique ou pas, là, mais que c'est pas ça que dans la canette pour les athlètes, là. Monster le faisait, là, aux États-Unis, en tout cas, dans le Supercross, la grosse canette Monster Energy Drink, c'est des boissons énergisantes. Puis les gars, ils en vendent évidemment énormément, puis ils réinvestissent beaucoup dans le sport, surtout dans le motocross aux États-Unis. Puis sur les podiums, tu voyais les pilotes commencer par Monster boire des canettes comme ça, mais comme si c'était de l'eau. Là, tu fais, c'était pas du Monster qu'il y avait dedans. Là. C'était de l'eau. C'était de l'eau. Fait qu'ils donnaient une canette aux couleurs de Monster à leurs athlètes. Avec de l'eau dedans. Pas avec du Monster, mais avec de l'eau. Puis finalement, comme des années plus tard, il y a d'autres produits qui sont sortis, puis on finit par sortir l'eau Monster. Fait qu'aujourd'hui... Puis toi, tu buvais-tu du Rockstar? Moi, j'en ai bu j'ai goûté à pas mal tout ce qu'ils faisaient. Puis en Europe, c'était super populaire. C'est en Europe que j'ai bu ma première boisson énergie.
C'était en Allemagne, en genre 2002. Puis à l'époque, c'était Red Bull. Sais-tu les Red Bull en bouteille? Oui, ça a commencé de même. Oui, je l'ai bu en... Ça marchait. Ça vient de la Thaïlande, je pense. Thaïlande, ça. Ouais. Je l'ai bu l'original, puis ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en canette. Là. Vraiment pas. C'est plus un sirop. Là. Puis là-bas, on le buvait ça parce qu'on était en Pologne. Ils appelaient ça vodka Red Bull. C'est une autre affaire, ça. Oui. Ça, on a bu beaucoup aussi. On a bu beaucoup. On a bu beaucoup, puis ça, c'est de la dynamite en tabarouette. Ça, c'est de la dynamite. Mais tout ça pour dire que, Rockstar, c'était un de mes bons partenaires pendant des années. Là, ce que je comprends, toi, t'es tombé accro parce que clairement, tu bois plus d'eau parce que depuis tantôt, tu bois ta canette, mais tu bois pas d'eau. tu veux que je la lève, hein, ta tasse? Tu veux que je la lève, ta tasse? Mais, écoute, moi, dans le fond, Rockstar, il m'amenait ça à coups de palette dans mon garage. Fait qu'il disait, Ben, voici tes caisses pour la saison. Puis là, il m'amenait une palette. Puis, fait qu'évidemment, tu tombes là-dedans, là, t'en bois, mais ça a changé un petit peu depuis l'époque. On dirait les boissons énergie, dont Burnex, qui, j'ai comme l'impression que c'est un... Je connais pas vraiment le produit tant que ça, mais j'ai comme l'impression que c'est un hybride entre une boisson énergie puis quelque chose de moins sucré. À vrai dire, c'est une boisson énergétique qui est moins... Comment tu dirais? Qui est meilleur pour la santé. Oui, c'est ça. Que ce que tu retrouves. C'est ça. Puis c'est le sucre, finalement, qui, avec les autres, souvent, avec le sucre et les stimulants. C'est que parfois, là, souvent, t'en mets trop. Ce qu'il faut comprendre, t'as trop de caféine. Fait que là, tu vas trouver d'autres éléments que la caféine qui vont venir stimuler ton corps. Okay. Ce qui fait en sorte que, la caféine, c'est correct, mais quand t'en prends trop... C'est ça. Puis là, exactement. Puis là, tu te ramasses qu'il y en a que t'as comme 4 fois ce que tu retrouves... d'un café. Ouais, des fois, c'est même plus que ça. Fait que t'en as ben trop pour ton corps. Puis ça t'emmène des côtés beaucoup plus négatifs que positifs. Fait que là, t'arrives avec un produit qui est amélioré, qui va te donner les mêmes effets avec moins de caféine, mais d'autres produits qui vont te stimuler autrement pour travailler sur ton organisme d'une manière différente. Donc, oui, un bon produit, puis un bon produit santé. Puis c'est le fun d'avoir des compagnies comme ça. Oui, québécoises en plus. Puis, tu sais... Daniel, il commandite en NASCAR, en plein d'affaires. Puis il y a le frigidaire ici. Fait que je trouve ça cool, mais c'est l'autre. Moi, c'est le côté marketing business qui m'intéresse du sport aussi. Je trouve ça super intéressant de voir les entreprises qui s'associent. Puis je l'ai dit à Félix, je dis, Hugo, là, en tout cas, tu as très bien géré ton après-carrière, ça c'est clair. Mais c'est le Gene Simmons québécois. T'as comme 20 produits, 30 produits dérivés. C'est un peu comme Kiss, là. Il y avait 200 produits dérivés. Qu'est-ce que tu fais acheter comme des cercueils ou des condoms ou peu importe. Il y avait tout. Puis t'as tellement d'associations, je trouve ça intéressant, parce que ça a tout pas mal un lien avec ce que tu fais. Soit, juste l'alcool. L'alcool, c'est super intéressant. Tu es un gars de la Côte-Nord. Endroit, d'ailleurs, parenthèse, que j'ai visité pour la première fois de ma vie l'an passé. Puis je suis tellement tombé en amour avec cette région-là, qui est, by the way, une des plus grandes régions administratives au Québec, et qui a un bord de mer exceptionnel. Malade. Que tu t'attends pas pantoute, parce que, tu sais, j'ai comme l'impression qu'on va plus souvent du côté de Rivière-du-Loup. C'est ça, Rimouski, t'es sur le bord de l'eau, bon, c'est correct, c'est super beau aussi, là. C'est différent. Mais là, tu vas de l'autre côté, tu prends le traversier, t'arrives à Tadoussac, c'est écœurant, Sacré-Cœur, j'ai été là, de faire des shows sur le bord du fjord, c'est incroyable. T'es allé là-bas pour faire des shows? Ouais, en tournage. Oui. Ouais, parce que souvent, les offices de tourisme, les autres, ils veulent qu'on parle de leur région. T'auras pas le choix de revenir, là. C'est sûr qu'on va y retourner, c'est sûr, parce qu'il y a tellement de possibilités là-bas, là. Justement, avec la côte qui est juste là, l'accès à l'eau, les territoires pour la motoneige, c'est incroyable. Les gens sont gentils. J'ai été à Port-Neuf-sur-Mer. Mon village natal. C'est incroyable. Puis Port-Neuf-sur-Mer, moi, j'ai tombé en amour avec la... Ben, c'est ça. C'est que... Bon, là, on se promène, on est en tournage, on essaie de trouver des spots, on est en motodroute, moto-aventure. Là, on fait Forestville, là, on prend les photos, on continue. Ah, c'est comme tu sais, un petit village un après l'autre. Là, après ça, Port-Neuf-sur-Mer. Et là, on arrive, c'est une espèce de camping. Ouais. Et là, c'est une petite trail qui s'en va sur le bord du fleuve, sur une plage. Fait qu'on fait « Wow, c'est vraiment cool », tu sais. Mais là, on regarde. Puis là, il y a comme genre des kilomètres de plage. Donc, on fait, ben voyons! Fait que finalement, on a emmené tous les Kodak, on a débarqué moto, puis on a fait de la moto-aventure là-dessus, sur le bord de l'eau, on a fait des images de fou. T'as-tu monté? Parce que là, la falaise, c'est tout en sable. Fait que moi, je vais là en side-by-side. Ouais. Puis là, tu montes là-dedans, tu fais un loop en haut, puis tu reviens, c'est un mur. On l'a pas fait, la falaise, par contre. On a vraiment roulé sur le bord. Il y a des affaires à faire là. C'est vraiment, vraiment une belle région. Puis à vrai dire, on a fait le tour.
On a monté Bécomo. Après ça, on a monté Fermont. Le mur, j'avais jamais vu ça. Parce que c'est à voir. Manic 5. J'avais jamais vu ça. Manic 5. T'as fait le tour, là. Oui. Puis après ça, c'est ça. Après Manic 5, c'est Fermont. Puis là, après Fermont, on arrive à Labrador City. Ouais. Fait que là, Labrador City, OK, parfait. Puis là, on continue. Au Labrador, puis là, après ça, il n'y a plus rien. Là, il y a comme une autre ville. T'es au bout du monde. Là. Ouais, t'es vraiment au bout du monde. Écoute, on arrive, on couche là-bas, dans une ville au Labrador, une municipalité, là, je sais même pas une ville. Là. Puis là, on arrive mettre du gaz le lendemain matin à la station-service, puis il est genre 9 h, puis c'est pas ouvert. Pas ouvert, non. Puis on est comme, comment ça? On est genre un mardi, 9 h du matin, c'est pas ouvert. Comme, mais voyons donc. Là, on a attendu genre 15 minutes. Personne n'est arrivé. Pas trop stressé. C'est un autre beat, là. Oui, c'est ça. C'est un autre beat. Il y a beaucoup de travailleurs qui sont là-bas, là. La prochaine fois que tu y vas, tu me laisses savoir, mais tu fais visiter la distillerie. Oui. Oui. Puis tu vas pas goûter. C'est où la distillerie? À Château-Stard. Okay. Juste avant Bécomo. Qu'est-ce qu'on y était? C'est à côté du... dans une complexe. Château-Stard. On y était, il y a le Château-Stard Bike Show, puis tout ça. Là, oui, exact. T'es juste à côté. Puis, on a rencontré Ken là-bas, qui est l'organisateur du festival là-bas. Puis, à côté, il y a comme un petit building un peu commercial. Puis, ils sont dans le coin, là. C'est qu'on en parle. Ça te tente-tu d'y goûter? Ben absolument. Qu'est-ce que tu veux? Rue du Rhum. Ouais. Rue de la Volca. Ouais. Rue de la Maretto. Ben moi, j'aime bien... je les aime toutes, là. Mais à Maretto, j'aime bien ça. Après ça, j'ai une crème de rhum. C'est un nouveau produit qui sort à SAQ bientôt. Là. Bon, on va y aller crème de rhum d'abord. Ouais. On l'appelle Tibas. OK. Il y a le mont Tibas à Bécomo. OK. Oui. Ouais. Bécomo, quelle belle place aussi, avec le manoir. Puis tout ça, c'est tellement... On a couché là, c'était tellement beau. Tellement... Saint-Pancras. Oui. La micro... OK, super samplon, hein, j'aime ça. Ouais. J'aime ça. La micro Saint-Pancras, puis tout ça, c'est vraiment avoir... Tout ça, écoute, c'est une méga plug qu'on fait pour Tourisme Côte-Nord, mais pour vrai, il le mérite. Il mérite, c'est vraiment à voir. Comme je vous dis, on n'est pas... on a des endroits exceptionnels au Québec qu'on connaît même pas. Il y en a plein, il y en a partout. C'est ça. Je me suis entraîné ce matin, fait que j'ai le droit. Ben oui. Il est 5 heures à quelque part. C'est mon ami. Merci. OK, fait que une petite crème... OK. Crème de rhum. C'est un peu plus laiteux que crémeux. Santé. Cheers, merci. Santé. Hey, wow, c'est bon. C'est bon, hein? C'est bon. C'est traite. C'est traite. J'adore ça. Hey, c'est bon, hein? Parce que, tu sais, sinon, c'est l'équivalent, pas l'équivalent, mais sinon, c'est le 5 crème. C'est mes amis qui font ça, distillerie Mariana à Trois-Rivières. Le 5 crème qui est super populaire, qui est... j'en bois quasiment jamais des crèmes, là, mais ça, c'est super bon. C'est un dessert, là. Ah oui, super. Mais j'ai quelque chose pour toi aussi. Ah oui? Je sors un produit, une vodka. Ça fait longtemps que je l'ai amené parce que je sais, t'es amateur, produit québécois, tout ça, puis je vais te montrer ça. Pendant que tu le sors, là, moi, là, j'ai des boissons de partout dans le monde. Ouais. Puis les boissons québécoises aussi. Je les collectionne, j'aime ça. Fait que t'es tombé dans ma palette de couleurs. Fait que c'est un... Parle-moi de ça. C'est un produit que j'ai... first, c'est un peu comme toi, je suis un amateur d'alcool, de produits québécois. Bon, je trouve ça cool. Il y a plein de bons produits. Il faut le célébrer. Puis avant d'acheter des produits des Américains, pourquoi pas acheter des produits chez nous? Ben, c'est ça, exactement. Fait que j'ai pensé faire une vodka, mais une vodka un peu qui représente le monde de garage, moteur, etc. Puis ça s'appelle Gasoline Vodka. Wow! Puis dans le fond, l'idée en arrière de ça... moi, je suis amateur de tout ce qui est vintage, là. Puis l'idée en arrière de ça, c'est le logo, la tête de mort, mais la tête de mort a un chapeau, une espèce de casquette. Puis la casquette, c'est une casquette inspirée des pompistes des années 50. Parce que les pompistes, dans ces années-là, avaient un costume, portaient un costume, une espèce de One Piece, avec une casquette, quasiment le nœud papillon, tu sais. Fait que j'ai comme fait, je trouve ça tellement cool. Tu sais, toutes les vieilles pancartes, Texaco, tu sais, il y a des gens qui collectionnent cette espèce de les vieilles tanks à gaz, le mobilier de ces stations-service-là.
Puis j'aimais vraiment le style. Fait que tout ça pour dire que j'ai inspiré le logo des stations-service des années 50, gasoline, vodka. C'est écrit dessus plein gaz, puis aromatisé. Puis là, on a le drapeau à damier ici sur l'étiquette en arrière. Puis voilà. Fait que ça, si je mets ça dans mon moteur, tiens, tu vas pouvoir nous en servir. Absolument. Absolument. En passant, j'apprécie. C'est le fun parce que les bouteilles neuves ont l'air déjà commencées, vous autres. OK. Oui, on y va, là. Non, c'est un shooter, là. Toi, des onces, là, c'est rien. Pour toi, boire un once d'alcool, mettons, j'imagine que t'es capable d'en prendre. Je suis capable d'en prendre, mais tu sais, je viens chaud rapidement parce que je bois pas tant. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime le goût de l'alcool, j'aime pas l'effet de l'alcool. Mais libre qu'on voit la face parce qu'elle est vraiment belle, la bouteille. Ça, tu veux le... Ouais. Ben là, peu importe, regarde. Elle est vraiment belle, la bouteille. Ben, regarde, check-là, Hugo. Ouais. Check les petits détails, les petites écritures qu'il y a dessus, puis tout ça. Fait que je pense que ça va... je pense qu'il y a une... Puis tu sais, dans le fond, l'idée aussi, c'est que moi, je me suis dit... zoom dessus. On le voit. On le voit. Je me suis dit, si je vais dans une sac, puis je vois une bouteille comme ça, ces tablettes... Ça me parle. Ça me parle pas mal, c'est sûr. C'est sûr que je la prends. Tu comprends? Parce qu'il n'y avait rien vraiment comme ça. Fait que, on va se rincer à la bouche. Yes. Avec du bon gaz. C'est ça. Peu de gasoline. Peut-être qu'elle devrait être un petit peu plus froide. Comme en Elle est bonne. Comme en Russie. Oui. Comme à Moscou. Dans le congélateur. T'as-tu croisé du monde, justement, qui buvait de la vodka en Russie? As-tu croisé du monde qui ne boive pas de vodka en Russie? Ça devrait... ça, mais moi, je vais là, on s'en va dîner, tu sais. Puis là, on attend, tu sais, serveuse. Puis il y a une table à côté, des gens sont 5-6. Écoute, les shooters, puis tout, de vodka, j'étais comme, OK, c'est vrai, là. Les autres, ils boivent vraiment ça. Comme de l'eau. Comme de l'eau. Comme de l'eau. Comme de l'eau. C'est ça. Vodka, c'est l'alcool originairement de... Les autres, ils portent ça, là. Oui, vraiment. Oui, bien, clairement. Ils ont de la pratique, là. Ils ont de la pratique, mais ouais, ça peut être très des fois. D'ailleurs, j'ai de la vodka de Russie parce que quand je suis allé là-bas, puis c'est la même affaire, tu en as de la boboche, puis tu en as de la bonne. Fait que je me suis fait montrer qu'est-ce qui devait être une bonne bouteille. Je les ai encore, j'étais allé en 2004. Ah ouais? Fait que je n'y ai pas goûté. J'aime ça, là. Je trouve que c'est beau dans un bar, des avoirs. Ouais. Puis quand tu reçois du monde, ben, ça te fait des histoires à raconter. C'est vrai. C'est vraiment... C'est ça représente une période de ta vie. Ça te rappelle des bons souvenirs. Puis moi, quand je partais, justement, je pense que j'étais à l'aéroport, je sais pas trop quoi. Puis, tu sais, il y avait de la vodka partout à vendre. Puis, il y avait un setup de bouteilles qui était un AK-47. Puis, c'était une bouteille de vodka, mais c'était au lieu d'une bouteille régulière comme ça, c'était un AK-47, un gun. Je vais t'en raconter une bonne anecdote. En Russie, va compétitionner là-bas. Le gars qui gagne le concours, c'est quoi le trophée? Un AK-47. Ben voyons. Ouais. Pour vrai? Wow. Essaye de ramener ça chez vous. Ben c'est ça. Fait que... Wow. Fait que clairement, ils n'étaient pas au courant comment ça se passe aux douanes, les autres. Moi, quand j'étais à Moscou, on prenait des photos, puis on était à l'entour du Kremlin, c'était vraiment impressionnant. C'est beau, hein? Ben oui, c'est un bucket list. C'est comme un... Oui. C'est iconique, là. C'est iconique, Moscou, les pyramides. La place rouge. Ben oui, c'est malade. C'est un autre monde. Faut aller là. Puis anyway, fait que là, je suis à côté, c'est à côté du Kremlin où il y a les murs, les fortifications un peu. Puis là, on marche, tu sais, puis il y a plein de monde. Puis là, je commence à prendre des photos, tu sais. Écoute, ça n'a pas pris 2 minutes qu'ils sont quasiment venus m'arrêter. Il y a une espèce de Range Rover qui est arrivé avec... C'est fou, ils surveillent. Avec quasiment des agents secrets, parce que ça ressemblait même pas vraiment à des policiers. Tu sais pas trop son coin, mais il arrive, il te parle, là, il parle pas trop anglais, il me demande là, mon iPhone, il commence à checker les photos, il voulait que je délite ça, puis tout ça, puis... Écoute, nous autres, il est allé veiller, je le nommerai pas, là, puis il a perdu son passeport, ou se l'est fait voler, ou whatever. Là, t'es en Russie. Ah, ça. Ah, mais... Fait que là, ça y prend un rapport de police pour que son ambassade y en émette un nouveau. Fait que là, tu vas au poste de police, tout un aria, là. Parce que c'est pas la job de personne. Fait que là, il fait juste se faire envoyer, puis il monte d'un étage, va ailleurs. Fait qu'à un moment donné, ben, il a comme catché.
il fallait que tu payes. Vrai? Ouais. Fait que ça a coûté 1000$ US Wow. pour avoir un rapport de police qui disait qu'il avait perdu son passeport pour qu'il puisse aller s'en faire émettre un par son ambassade pour pouvoir retourner chez eux. Ah. Sauf que c'est pas clair, ils te le disent pas. Il y a un barrière des langages, mais là-bas, ça marche, en tout cas, du moins à l'époque, ça prenait du cash. Tu te sens loin de chez vous, là. Un petit peu. Tu te sens très loin de chez vous. Là, vu que tu n'as pas relevé mon défi, j'en ai un autre pour toi. Ouais? OK. Était. All right. On va-tu être les premiers à l'utiliser? Non, on ne sera pas les premiers. Fait que le record à date, là, c'est moi. OK. Je n'ai pas tapé tant souvent dedans. J'ai juste tapé T'as jamais ton poids pour battre le gars qui avait fait le plus. Fait que là, c'est 934 qui est à battre. Ben, est-ce que ça me surprendrait de battre ça parce que je suis pas un boxeur, je suis pas... Comme ça, ton degré de confiance, c'est comme... Je penserais pas. plus confiant que ça. Non, mais je donne plus. Non, mais c'est parce que je mets la barre basse. Puis après ça... OK, tu nous surprends. Là. Ce que tu veux, c'est nous surprendre. Là. C'est ça. Je sais pas parce que la technique pour faire ça. Il n'y en a pas tant. Il y a un ballon, tu tapes dedans. Reste là. OK. Carré, quand même. 800, ton premier coup. Fait que... Ah, j'ai pas... Tu l'as manqué, là. Ouais, je l'ai manqué. Quand même. Tu l'as mis dessus. Je l'ai manqué, mais c'est pas grave. Bon, fait Guillaume. You are the best boxer in the world. Let's go. Viens, on va aller prendre la votre coup. On est meilleur là-dedans, je pense. Vous le savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et je tiens à les remercier. Je vais commencer Cordero Construction. Vous cherchez une job? Appelez-les. Ils ont beaucoup de chantiers pour pouvoir vous placer. Ils vont vous en trouver une. Pour les articles de quincaillerie, allez sur le site de Richelieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous le savez, c'est pas un secret. Je suis très attaché à ma Côte-Nord natale. Microbrasserie, Saint-Pancras, ils font des produits exceptionnels. Goûtez-y, vous allez aimer ça. Distillerie Québec North Shore. Vous voulez goûter à quelque chose d'unique? Ils ont de très bons alcools. Les meilleurs. Et ça vient de la Côte-Nord. Moi, j'adore être capable de manger vite et santé. C'est la raison pour laquelle que je vais souvent chez Tyson. Moi, je mange du curry rouge au poulet, extra épicé, avec 2 extra poulets. Donc, mon menu, ils le connaissent par cœur, puis je pense que je vais y aller demain. Vous vous entraînez, vous voulez des vêtements de qualité? La Brute. Essayez ça, vous allez l'adopter. Hugo Girard Nutrition, avec les produits Pop Crunch. Ça vous tente de manger du chocolat pour ne pas vous sentir coupable? Goûtez à ça. Vous allez voir, ça va être dur d'arrêter un sachet. 12 grammes de protéines, ça se prend bien. XPN, une gamme de suppléments alimentaires complète, de qualité, et c'est fait au Québec. Pinard Horticulture, vous avez besoin de plantes et de fleurs, allez voir, ils sont bien meilleurs que moi, je vous le dis. Merci de votre confiance, puis merci d'être là, sans limite. Encore? Tabarnak, ça. Il est donc agressif, là. C'est vrai, il claque tout le temps, pas? Ah, ça n'a pas de bon sens, le syndrome du petit homme, là. On va falloir qu'on le voit, Félix. Ben, quoi que tu l'as eu dans le podcast, Ouais, Félix, ouais. Hein, ouais, les gens. Parce qu'on fait souvent référence à Félix. Fait que... Ben, tu sais, ce que je trouve le fun, c'est qu'on assume les gens qui sont là. L'habitude, c'est le communisme, puis aujourd'hui, c'est le peigne. Ouais. C'est drôle, c'est que le peigne, il veut plus qu'on l'appelle le peigne. Ah non? Non. C'est son surnom parce que c'est rendu que sur tous les plateaux de tournage, parce que mon équipe, c'est l'équipe avec qui que je fais mes shows de barbecue, les shows de Ben voyage. oui, c'est ça. Fait qu'on développe une grande proximité. Ben oui. Finalement, il appréciait pas son surnom. Surtout quand il se ramassait sur d'autres plateaux et que le surnom le suivait. Fait que là, à un moment donné, on a eu une directive. Hey, organise-toi. Viens donc nous voir, là, Francis, qu'on voit c'est qui le peigne. Ouais, non, c'est ça, les gens. Qu'on le fasse connaître aux gens. C'est ça. Regarde, Et c'est voilà. lui, là. Comme ça. Ouais, Francis. Oh! Le truc, il faut que tu prennes une gorgée, là. Ouais, je vais sauter mon tour. Ben, ouais. Wow, ouais, c'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. Ça, là, mais- c'est le fun parce que des gens qui ont un problème d'alcool, c'est dur. J'avoue, si tu bois de la bière là-dedans, j'en boirai pas beaucoup. À un moment donné, là. ça Ouais, ralentit ça calme. un petit peu ta consommation. Ça ouais. calme, ça calme. Hey, mais on parlait qu'on a
des passions en commun là, avec l'histoire de la guerre puis tout ça, mais on a la moto aussi, j'ai l'impression. Oui. Parce que ça, c'est pas très connu de Hugo Girard, qui est un motocycliste. Ouais. Puis, tu sais, j'ai vu tes bikes, t'as plein de bikes, puis des bikes sport, des Harley, des trucs comme ça. Je savais pas, ça sort de où, cette passion-là, pour la Moi, ça moto? fait une trentaine d'années. Mon père faisait de la moto. Ah ouais? Quand j'étais jeune, là, je parle vraiment jeune, là, tu sais, ça passerait pas aujourd'hui. T'as pas de casque, t'es assis à tank à gaz. Ouais, c'est ça. Puis là, tu te tiens sur le volant. Ouais, à Port-Neuf-sur-Mer, on peut le faire. Ouais. Fait que là, mon père, il m'emmenait, puis ça raidait, là. Tu sais, c'était pas juste dans le village, j'étais allé à la ville voisine, là. Fait que j'ai toujours aimé la moto. C'est juste drôle, j'emmenais mon garçon en faire quand il était bébé. Ben, pas bébé, mais qui était enfant. Ouais. J'avais acheté un petit harnais avec des poignées. Moi aussi, je l'ai acheté avant. Ah oui. Puis là, je me souviens, il embarqué en arrière, puis là, quand je clenchais, il levait. Ah oui. Puis là, quand j'arrêtais, je ralentissais, il était là. Clenche, papa, clenche. Ouais. C'est vraiment... puis moi, je redécouvre le monde de la moto, parce que j'en ai fait... je le faisais côté compétitif, puis c'était ma job, puis c'était très, moto en route, évidemment, tout ça, motocross. Mais là, je découvre tout le volet moto de route, parce que ça fait 30 ans que je fais de la moto, puis j'avais jamais eu de permis de conduire de moto. Puis, fait que là, à un moment donné, ils m'ont dit, j'anime un show de moto à TVA Sport. Ils m'ont dit, la première étape, c'est faut que tu passer ton permis de conduire de moto. Parce que t'as pas besoin de permis, faire de la motocross, là. Non, c'est ça. Moto en route, t'as pas besoin de permis de conduire, de suivre de formation pour ça. T'en faisais-tu ça à la route de façon illégale? Non, ou pas? non, j'avais même pas... j'avais acheté une moto vintage, là, de collection un peu, je m'en servais même pas, je l'avais accroché au plafond dans mon garage, mais j'en faisais pas. Je faisais tellement de motos, de motocross, que quand je faisais plus de motocross, je voulais faire d'autres choses. Je ne voulais pas faire de motos sur la route. Anyway. Fait que là, j'ai commencé à faire la moto de route, puis j'ai découvert une vibe vraiment le fun, une belle gang, la rencontre aussi d'autres passionnés de moto, justement, dans d'autres régions. Moto Aventure, qui est très, très fort maintenant, là. Ça, c'est les motos. C'est un peu des tout-terrains. Là. Tu peux aller dans des chemins semi-trail, semi-route. Ouais, tu peux aller des motos performantes. Là. Les gens ont l'impression que quand tu parles de moto-aventure, que c'est pas performant. Non, c'est super performant. C'est vraiment performant. Ouais. Puis des canifs suisses, ces motos-là. C'est ça qui est le fun. Fait que, tu sais, la fois que j'ai été justement sur la Côte-Nord faire des tournages, j'avais une moto-aventure. Puis c'était vraiment l'outil idéal parce qu'on s'est ramassé justement à Fermont à rouler dans les dunes de minerais, finalement, qui restent là, l'entour des mines, puis on a fait des images de fou. Mais tu sais, on n'aurait pas pu faire ça avec un Harley, par exemple. Là. Fait que même affaire, quand on est arrivé à Port-Neuf-sur-Mer, là, on découvre un banc de sable, la plage, mais fait que la moto-aventure permet de faire ça. Fait que c'est vraiment cool. C'est performant. Puis fait que j'ai rencontré du monde, fait que ça a été bien cool. Fait que la moto, c'est un point qu'on a en commun. Mais j'ai vu, t'as des bikes sport, t'as des bikes Harley. Fait que puis en plus, tu me disais que tu vas modifier, tu vas personnaliser ton bike, ta moto sport que t'as, qui est un méchant bolide, là, toute une bête. Oui, je me suis gâté. Oui, mais c'est ça. Tu t'es gâté. C'était comme un bucket list un peu. Oui. C'est drôle parce que ça, c'est des affaires souvent qu'on veut quand on est jeune, tu sais, puis pour plein de raisons, on n'en a pas. Fait que quand on arrive à mener un âge adulte. Tu sais, la motocross, quand j'étais jeune, c'était un peu comme toutes les autres bébelles. Mes parents n'avaient pas beaucoup de sous. Hein. Fait que c'est le genre de choses que j'aurais aimé parce qu'on avait la place pour ça. Fait qu'on n'avait même pas de véhicule tout-terrain, là, on n'avait pas de 3 roues ni de 4 roues. Moi, j'avais rien de ça. J'avais beaucoup d'autres jeunes dans le village de mon âge qui en avaient. Les parents en avaient. Moi, j'en avais pas. J'ai toujours voulu en avoir. Quand je suis arrivé en âge pour être capable de me gâter, j'ai commencé par m'acheter une moto. Puis après ça, j'ai pogné la piqûre. Puis je suis content parce que je peux partager ça avec mon garçon maintenant. Oui. Et ça, c'est vraiment le fun. J'imagine. Tu sais, là, maintenant, la technologie, tu peux te parler quand tu roules. C'est vraiment plaisant. On a des side-by-side. Fait que moi, je suis un amateur de chasse et de pêche. Fait que mon gars a le sien, moi ici. Fait que je trouve ça nous rapproche. Ça nous permet de faire des activités qui continuent de nous garder ensemble puis qui nous permettent de construire des souvenirs. Oui, absolument. Puis, tu sais, le volet voyage aussi, découvrir des nouveaux endroits en moto aussi, vraiment le fun. Là, je travaille pour faire la route 66 l'année prochaine. Wow. Très cool, ça. Avec une couple de mes chums, on veut... là, j'ai acheté plein de livres. Je veux bâtir un itinéraire. Parce que j'aime ça faire de la moto, mais j'aime ça faire d'autres choses. Fait que je veux visiter en même temps. C'est ça. Un peu vivre l'endroit. Oui, exactement. T'arrêtes, tu participes à des différents trucs, tu découvres des endroits ou des restaurants, des bars. C'est ça, c'est que tout est relié un peu avec ce que tu fais, avec les shows de barbecue, avec les gyms, avec la moto, tu peux te faire vraiment... Fait que je vais m'entraîner tous les jours. C'est ça. Vraiment cool. C'est le fun parce que
j'ai vécu ce que j'avais à vivre au moment où je devais le vivre. Tu sais, j'ai voyagé beaucoup. Maintenant, mon expérience me permet de voyager autrement, dans le sens qu'il y avait des pays où je retourne, et là, j'ai le temps de vraiment de visiter, mais j'ai déjà une expérience puis une connaissance du terrain. Fait que l'après-carrière, tu sais, on va en parler de l'après-carrière, parce que c'est une partie importante pour tous les athlètes, parce que la fenêtre de compétition d'un athlète est relativement courte. Vraiment. Puis, tu sais, je te regarde aller, tes émissions télé, tu fais ta passion, tu es encore dans le monde de la moto. Et même si tu es un passionné de moto, que tu en as fait toute ta vie, tu as exploité ton talent, tu découvres un autre volet de la moto que tu connaissais pas. Ben oui, puis l'affaire, c'est que, tu sais, moi, j'ai lâché l'école pour faire la moto, là, carrément, parce que j'ai eu une opportunité en 99 d'aller participer à une série de courses aux États-Unis, d'Arena Cross. C'était un championnat national, là, fait que c'était coast to coast. Là, fait que de New York à aller à Boise, Idaho, puis Seattle, là, carrément. Là, fait qu'on faisait vraiment partout. Puis j'ai lâché l'école pour faire ça, là, parce que je voulais vraiment... l'école m'intéressait plus. J'étais vraiment focus là-dessus. Puis fait que mes parents ont été assez corrects pour me laisser aller, avec mon frère en plus. Fait qu'on est parti avec le motorisé à mes parents. Toi et ton frère? Oui. Mon frère est 7 ans de plus que moi. Fait qu'il joue un peu le rôle du père, mais tu sais... C'est mon frère, mais il a quand même 7 ans de plus que moi. Fait qu'il il avait plus d'expérience que moi pour tout ça. T'sais. Fait que, on est partis ensemble. On a fait un trip de malade pendant il y a comme eu deux shots. On a parti de novembre à novembre-décembre. C'était plus dans l'Est. Puis après ça, après les fêtes, c'était tout ce qui est San Jose en Californie, Boise, Idaho, Tacoma, Washington. On a fait plein d'endroits. Puis j'ai fait plein de courses. Mais tout ça pour dire que tu sais, ça forme beaucoup, puis tu apprends beaucoup au travers de ça. Tu apprends des choses que tu t'attendais pas à apprendre. Tu sais, moi, je suis un peu comme toi, je viens d'une petite municipalité, 2000 de population à Mauricie. Puis, tu sais, moi, ma famille, elle parle pas anglais à base. Là, mes parents parlent pas. T'as pas besoin de parler anglais dans une petite place comme ça si tu voyages pas. Fait que moi, d'où je viens, ça parle pas anglais. Ça a pas, mes parents n'ont pas voyagé, puis ils auraient pu, mais ils ont pas découvert ça, cette passion-là, si on peut dire. Fait que moi, j'ai réussi à le faire à cause des compétitions. Mais tout ça pour dire que tu développes des skills que tu pensais pas avoir. Ben, premièrement, tu apprends une nouvelle langue. Deuxièmement, tu apprends à négocier des trucs parce que, ton sport t'amène à négocier avec des commanditaires, des trucs. Fait que tu apprends un peu l'art de la négociation, développer aussi tes affaires. Fait qu'il y a comme le volet à faire là-dedans. Puis, fait que c'est un peu de l'université de la vie, finalement. Là, fait que j'imagine que ça a été la même affaire pour si tu travailles encore aujourd'hui, puis tu fais les mêmes affaires que tu as développées à cet âge-là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est des... Tu as de l'expérience, évidemment, au fil du temps. Fait que... Tu vois, c'est ta passion qui t'a amené à devenir l'individu que tu es maintenant, à développer ces skills-là. Oui. Puis, tu sais, dans le fond, le message est un peu dirigé aux parents. Tu sais, souvent, ils empêchent les enfants de faire un sport, par exemple, parce qu'ils trouvent ça dangereux. Clairement, la moto, c'est un sport dangereux. Il y a des risques. Là. C'est pas comme jouer au golf. Là, mais si mes parents m'avaient pas laissé faire ça, on se reparlerait pas aujourd'hui, tu comprends? Puis je ferais pas ce que je ferais, mais ça serait pas... Je dis tout le temps, les rêves, c'est ce qui nous fait avancer. C'est ce qui nous amène à se dépasser. Puis ça prend des rêves. Oui, absolument. Puis la peur d'échouer, je dis souvent ça. Il faut que ta soif de réussir soit plus grande que ta peur d'échouer, peu importe d'où ce que tu viens. Oui, absolument. T'sais, on vient de petits endroits. Moi, c'était 600 habitants. Tu étais allé à Port-Neuf-sur-Mer, t'as pas grand-chose. Il n'y avait pas de gym. Il n'y en avait pas. Il y a un casse-croûte, je pense. Puis puis il n'y en a plus, là. C'est ça. Fait que là, tu pars avec 2 prises, mettons. Là. Ça. Mais rêver, ça coûte rien. C'est ça, c'est vrai. Tu sais, c'est ta passion, parce que au-delà de ça, ta passion t'a emmené à devenir entrepreneur. Tu sais, maintenant, là, t'as un salon de la moto. Oui, c'est ça. T'es le promoteur de ça. Ça vient de ta passion pour la moto. Oui. Qui l'aurait cru, à base? T'animes la télé, c'est la même chose. Qu'est-ce qui m'a emmené où ce que je suis? C'est ma passion. Ben oui, c'est sûr. Puis, l'autre affaire, ce que ça nous pousse, c'est qu'on se met pas de limite. Non. Tu sais, dans ton cas, à toi, là, il faut qu'on fasse un backflip. On va l'apprendre, on va le faire, puis après ça, on continue de pousser nos limites. Puis la peur est tout le temps là, puis qu'on est conscient des risques. Mais si tu prends pas de risques, tu réalises rien dans la vie. Non. Surtout quand tu es jeune, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que les jeunes, c'est ça, faut rêver gros. Puis faut pas se mettre de limitation parce qu'on n'a pas ci, ou on n'a pas ça, ou on n'a pas certains morceaux du puzzle. Moi, j'avais 0 morceau du puzzle. Là. Puis là, tu comprends, j'ai réussi
à me bâtir quelque chose que je peux vivre de ma passion, tu sais. C'est plus en faisant des sauts, mais c'est connecté quand même à ça, tu comprends? Avec moi, c'est parfait, tu sais. Mais si je m'étais dit, ouais, mais j'ai même pas de diplôme, comment tu sais je gère une business? J'ai même pas de diplôme universitaire ou rien. Mais je dis, ben, fuck, je le fais quand même, puis, tu sais, on va voir ce qui va arriver, puis plein d'affaires de même, tu sais, la même affaire, la langue, ou peu importe. Fait que, tu sais, faut pas trop que tu écoutes les autres. Faut que tu sois tête dure. Faut que y a rien d'impossible. Faut que tu défonces des portes. Faut que tu te bagarres. Tu sais, c'est la même affaire. Le meilleur exemple, c'est le salon de la moto. Tu sais, le propriétaire de ça, lui, quand même, moi, je suis arrivé, puis j'ai fait les démarches, puis j'ai cogné à sa porte. J'ai dit, hey, moi, je vais l'acheter, ton salon de la moto. C'est toi qui l'as approché? Oui. Oui, ben j'ai comme... Je veux dire, je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais moi, dans ma carrière, il n'y a pas grand monde qui m'a offert quelque chose sur un plateau d'argent. Parle-moi-en du salon. C'est le Salon de la moto de Québec? C'est ça, exactement. Ça s'appelle Expo Moto, Salon de la moto et du VTT de Québec. C'est un événement. Il est quand l'année prochaine? 13, c'est le 13, 14, 15 février. Je vais le mettre sur ma blague. Avec tes motos en plus. Oui. Ben oui, c'est ça. Fait que ça se passe au centre de foire, Expo Cité, comme depuis toujours. C'est un événement qui est là depuis toujours. Puis, anyway, le promoteur, bon, s'en va à la retraite. Il veut faire de l'espace dans son horaire. Fait que, mais j'ai été le flux de le convaincre, tu comprends? Parce qu'à base, je suis pas un promoteur d'événements de grande envergure comme ça. J'étais un gars de moto. Puis là, ben, bon, moto, télé, podcast. Mais là, c'est une autre étape. J'avais pas le casting, si tu veux, Monsieur Cravate. C'était quoi sa réaction quand il t'a vu arriver? Ben, d'après moi, il devait se dire, bah, OK, oui, mais je pense pas je pense pas qu'il s'attendait à grand-chose. Il devait regarder ça et dire, OK, cool. Mais d'après moi, il y avait un... Je sais pas, il pensait... Je sais pas quoi qu'il pensait en réalité, là, mais s'il pensait vendre à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui était pour se passer dans ce milieu-là. Mais tu sais, avec le COVID, bien évidemment, ça a mélangé pas mal les cartes de tout ce qui est événementiel partout. Toi, t'es allé le voir après la COVID? Oui, c'est ça, exactement. Puis là, ça avait changé, puis tout ça. Puis ça avait changé de main. Puis là, c'était rendu lui qui avait ça, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, regarde, moi, je pense que va être un bon candidat pour reprendre le flambeau. Je voyais que ça en allait vers la retraite. Fait que je dis... Puis là, ben, en tout cas, ça a pris plusieurs meetings, plusieurs discussions avant qu'ils se rendent compte que je devais avoir les morceaux du puzzle pour opérer ce salon-là, puis les contacts, puis tout ça. Puis finalement, ça s'est fait, tu sais, puis mais tu sais, je travaille, puis on est direct là-dedans présentement, puis bon, ça a lieu 13, 14, 15 février, on est bien contents d'avoir des conférences. On a aussi dans le salon un festival de court-métrage, un festival de films de moto, qui est dédié aux films de moto. Fait qu'on a quelqu'un, un passionné de ça, qui est Marc Provencher, qui lui opère ce volet-là du salon, qu'on a connecté finalement avec notre salon. Fait qu'on a une salle en plus dans Expo Cité qui est parfaite pour ça. Fait qu'on va bâtir un cinéma dans cette salle-là pour des courts-métrages toute la fin de semaine. Hey, c'est donc bien cool. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, j'essaie de connecter d'autres activités au travers de ça, parce que oui, les motos, c'est le fun, mais j'essaie d'avoir une espèce de vibe un peu festival de moto, puis que tous les segments de moto se réunissent, tous les passionnés de moto se réunissent au même endroit, puis qu'on se rencontre, qu'on tripe, c'est un événement social. Ultimement, c'est ça qui lance la saison. Fait on va avoir des collectionneurs, on va avoir des gars qui vont monter des motos. Fait que je sais en plus que tu vas monter ta moto. Fait que peut-être que ça se pourrait être... ça tourne dans ma tête. Il y a des choses... un dévoilement de la moto Hugo Girard. Ah oui, on peut faire de quoi d'intéressant. Là, ça me parle beaucoup. Oui. Tout ce qui me passionne, c'est le genre de choses que j'aime faire. Parce que dans la vie, il faut que tu fasses ce que tu aimes. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un très bon conseil parce que, tu sais, pour mettre les énergies et les heures que ça prend pour réussir, faut que tu aimes vraiment ça, parce que sinon, c'est impossible. Je veux dire, tu réussiras pas. Là. Si tu n'aimes pas vraiment ce que tu fais, c'est pas ta passion. Mais si ça l'est, ben, tu vas passer au travers de tout ce que tu as à traverser pour réussir. Hey, ça a-tu passé vite? Vraiment. Ça n'a aucun bon sens. Vraiment. Je pourrais continuer. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Vraiment, ouais, c'était vraiment cool. C'est vrai, ça a passé vite. Puis, ouais, belle place. Beau podcast. Ça a été bien le fun. Hey, yes. Cheers. Cheers. Merci. Ça fait plaisir.